Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis de nouveau pour le lancement de Déméter. Merci à Mathieu Brun et Sébastien Bis, d'une part, de l'avoir fait et de bien avoir voulu organiser cette soirée de lancement dans les locaux l'Iris, puisque c'est une partenariat entre l'Iris et le club Déméter que nous faisons cela. Alors, il y a un contexte d'actualité. On parle beaucoup d'inflation alimentaire. Et c'est vrai que sur l'ensemble des continents, on a fait un tour d'horizon dans un débat juste avant avec Sébastien, les prix alimentaires flambent, tous les prix des matières premières flambent. C'est à la fois la sortie du Covid et en même temps une redemande de consommation qui a été un petit peu restreinte. Donc tous les prix des matières premières flambent, mais il y a une donnée particulière pour les matières premières alimentaires parce que cette flambée des prix vient se heurter à une réduction des moyens des consommateurs. Et disons qu'on peut reculer un peu la construction d'une maison, on peut produire un peu moins de telle ou telle chose, mais par contre, l'alimentation, c'est tous les jours et c'est chaque quotidien, c'est bon. Et donc là, effectivement, il y a des risques, si ce n'est d'émeutes alimentaires comme on a déjà connu dans le passé, mais en tous les cas de stress alimentaire et c'est bien sûr humainement, dramatiquement, tout à fait dramatique. Et on voit la centralité des questions agricoles pour ceux qui l'auraient oublié. Je ne sais pas, c'est bien sûr pas les cas des auteurs du rapport Déméter, mais dans d'autres milieux, il est de bon temps d'oublier la centralité des questions agricoles, de penser que le secteur agricole est un secteur du passé qui ne représente pas l'avenir. En fait, il se représente non seulement, ce n'est pas un secteur du passé, il représente le présent, mais il représente également l'avenir. Et les pays qui ne sauront pas faire face aux besoins alimentaires de leur population seront confrontés à des troubles extrêmement importants. D'ailleurs, on voit les différentes stratégies des pays qui sont mises en œuvre un peu partout. Les stratégies sont différentes si on est en Chine, en Russie, en Europe, aux États-Unis, mais en tous les cas, tous les pays ont comme priorité de devoir assurer la sécurité alimentaire. Et Sébastien me rappelait cette phrase que je n'avais pas notée de Xi Jinping, disant que la sécurité alimentaire était l'un des premiers besoins de sécurité de la Chine. Donc, prouve bien que le fait d'être le pays des BATX ne fait pas oublier la vocation agricole, plutôt, je dirais, dans le cas de la Chine, l'obligation agricole, puisqu'ils sont importateurs, ils sont sur bien des secteurs à la fois le premier producteur, mais également le premier importateur. Donc, Déméter sort au bon moment pour rappeler la centralité des questions agricoles. Déméter, c'est quand même la publication de référence qui est attendue. Et d'ailleurs, soulignons le succès de l'édition de l'an dernier, puisqu'il a fallu assez rapidement faire une réimpression. La demande a été forte et je ne doute pas, et demande dans une période de Covid où très souvent les librairies étaient fermées, et donc c'est d'autant plus remarquable. Et donc, ce qui prouve bien que quand on est devenu la publication de référence, effectivement, on peut être très demandé et que cette publication, elle est attendue, elle est épluchée, on la garde parce on y revient pour la consulter sur tel ou tel sujet. Cette édition 2022 va à la fois réjouir les spécialistes sur des questions extrêmement pointues, et là, une fois encore, chapeau aux deux co-directeurs de cette revue, mais elle est également généraliste et pédagogique. Et donc, c'est vraiment, il y a de nombreuses illustrations, les cartes sont là, des cartes particulièrement claires. Et donc, en fait, ce n'est pas un livre qui est réservé aux professionnels de la profession. Bien sûr, ceux-ci se précipitent naturellement dessus, mais je dirais que le grand public, le lecteur qui se dit, mais oui, effectivement, quand même, la question alimentaire se pose et quelle est la nature, donc, quelle est la façon dont elle se pose, eh bien, ces gens-là seront effectivement aussi bien habitués à venir regarder Déméter et à venir finalement, donc ce n'est pas uniquement pour les spécialistes, c'est également pour le grand public. Merci pour ce partenariat Déméter-Iris. Nous sommes à la fois très heureux, très flattés. C'est une conviction assez ancienne d'ailleurs. Bon, on connaît Sébastien depuis longtemps. On s'est connus à Lille au début de ce siècle d'ailleurs, et donc de ce siècle-là, pas du précédent. Et donc en fait, au début, il n'était pas encore spécialisé dans ces questions. Mais je dirais que la particularité de l'IRIS, c'est de penser que la géopolitique, ce n'est pas uniquement de compter le nombre d'armes d'un pays,
et ce n'est pas uniquement la dimension militaire. Et que la question agricole, la question gastronomique, évidemment, en termes de rayonnement, aussi bien économique que de prestige, l'image. La France, effectivement, jouit d'un prestige particulier de par la qualité de ses produits agricoles, de par le prestige de sa gastronomie, le nombre qui a des répercussions sur le tourisme, et quand on aime bien les produits français alimentaires, on peut aussi penser à d'autres produits. Bref, l'image de la France ne serait pas la même s'il n'y avait pas l'agriculture et la gastronomie. Et que ce sont des armes de ce qu'on appelle le soft power, de l'influence, qui sont extrêmement puissantes. Et donc, à l'IRIS, on n'a jamais été enfermé dans une vision, je dirais, militaire ou stratégique au sens dur et peut-être même étroit de la chose. Et que donc, cette dimension agricole, évidemment, on a été tout de suite convaincus, mais quand Sébastien est venu apporter ce projet, eh bien, c'était d'autant plus flatteur pour nous et ça correspondait tout à fait à cette philosophie que nous avons à l'IRIS, donc de penser que les questions agricoles sont également une question géopolitique et que cela fait partie du rapport de force international. Les sujets traités par le Déméter sont importants pour nous, à la fois dans la dimension prospective, mais le lien avec la sécurité, le lien avec le climat. On a un observatoire du climat et il y a des liens entre d'ailleurs ce que fait Déméter et notre observatoire sur le climat. Le lien bien sûr sur la souveraineté. On ne peut pas parler de souveraineté s'il n'y a pas une souveraineté alimentaire, mais également la géoéconomie, le développement. Donc on voit que les ramifications de la géopolitique de l'agriculture sont variées et multiples. Et donc aujourd'hui, le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'explorer les nouvelles frontières de l'alimentation et de l'agriculture, frontières géographiques, mais pas seulement, frontières également technologiques, frontières aussi peut-être politiques. Et donc c'est sur ce thème-là qu'a été centrée l'édition 2022. Et donc vous allez le découvrir, je crois, avec grand intérêt. Vous allez avoir une sorte d'apéritif avec la conférence de ce soir qui ne peut que ouvrir votre appétit pour la lecture du rapport Déméter. Merci de votre présence et Sébastien, je te passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Pascal. Je vois que plus les années passent, plus Pascal devient spécialiste des questions agricoles alimentaires. Ça fait plaisir. Ça montre aussi que ces sujets débordent du secteur professionnel et qui travaillent spécifiquement le sujet, puisqu'on est tous concernés, comme j'aime toujours le rappeler. C'est que vous avez toujours un gros morceau d'agriculture ou de pêche en fait au fond de votre assiette, et que quand on est sur les questions alimentaires, en fait, on est sur les questions agricoles, et que quand on est sur les questions agricoles, en fait, on est dans la vie, on est dans le développement, on est dans la sécurité, on est dans le partage, dans le social, le culturel. Bref, un tiroir à plein de surprises, plein de thèmes, plein de disciplines, plein d'enjeux. C'est toujours l'objectif du Déméter. Alors, Pascal a dit beaucoup de choses sur le contexte. Je vais juste dire 3 choses avant de me tourner vers nos invités. La première, c'est d'abord vous dire que les tensions sur les matières premières agricoles ont été également vécues de très près ces dernières heures par l'équipe du Club Déméter et l'IRIS, puisque l'ouvrage Le Déméter 2022 est arrivé ce matin à 10h30. Les turbines ont chauffé ces dernières heures et évidemment, cette pénurie et ces tensions sur le bois, sur le papier ont des incidences aujourd'hui sur les impressions d'ouvrages et le Déméter a donc vécu pleinement ces dernières heures cette nervosité des marchés agricoles et des tensions derrière logistiques qui s'ensuivent. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on a tenu à pouvoir réaliser cette séquence en hybride. D'abord parce que le contexte reste particulier, donc il y a beaucoup de personnes en ligne, je les remercie, je les salue, et je suis aussi ravi de revoir beaucoup de visages, même masqués ce soir, puisque cette question nous rassemble, et nous savons à quel point il est important aussi de croiser des expériences, partager des regards, et donc c'est très appréciable de pouvoir toujours retrouver des personnes dans cette salle à chaque année de lancement du Déméter. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est évidemment que le Déméter, c'est tout sauf un produit solitaire.
C'est certes 400 pages, c'est certes 1 kilo à peu près tous les ans. C'est plutôt standardisé comme petit bébé. Mais le Déméter, c'est une grosse aventure collective. Il y a bien sûr un partenariat Club Déméter Iris. Il y a un comité de rédaction. On a un comité de correspondants internationaux. On a cette année 50 auteurs différents. On a des cartographes, on a des infographistes. On a des correspondants aux quatre coins du globe. Et finalement, c'est une aventure d'une centaine de personnes à grands traits. Et je dois dire que c'est aussi toujours intéressant de produire ce kilo de connaissances parce qu'il y a des contenus, il y a un contenant à réaliser et il y a une épopée collective à réaliser sur 2 ans parce qu'on construit un Déméter sur 2 ans. Et je ne pourrais pas donc remercier tout le monde. Je vais juste remercier une personne parce que sans lui, le Déméter ne peut pas sortir. C'est Mathieu Brun. J'ai le plaisir de co-diriger cet ouvrage avec lui depuis plusieurs années. Et je sais que vous avez conscience de son travail. Et donc, comme tous les ans, puisqu'on lui donne une mission impossible, Mathieu, on lui demande tous les ans de résumer le Déméter en quelques minutes et d'animer en même temps le débat. Donc, je lui ai dit, cette année, tu n'y manques pas, on poursuit la tradition, tu le fais fort bien. Le Déméter, nouvelle frontière de l'alimentation cette année. Pourquoi ? Parce que nouvelle frontière de la production. Comment on va pouvoir produire demain dans un monde de contraintes avec les défis de la décarbonation, avec les défis climatiques, avec les défis des instabilités géopolitiques qui malheureusement perdurent. Donc, où produire, comment produire, jusqu'où produire ? Est-ce qu'il faut verticaliser, horizontaliser les productions ? Jusqu'où ira l'innovation technologique, les investissements autour du numérique, de la robotique, de la génétique, pour reprendre un triptyque très français actuellement autour des questions agricoles. Et donc, il y a cette question des frontières de la production. Il y a bien sûr la question aussi des frontières de l'alimentation parce que on a conscience avec l'équipe que finalement les consommateurs du monde entier, enfin 5 milliards de personnes, puisque malheureusement sur les 8 que compte cette planète, 3 milliards, je me permets de le rappeler, n'ont soit rien dans l'assiette, soit très peu. Donc en fait, il y a 5 milliards de personnes actives autour de l'alimentation qui sont des consommateurs très exigeants. Et donc il faut repousser les frontières des mondes agricoles, des mondes agroalimentaires, parce que ces exigences ne cessent de s'amplifier. Et il y avait quelques journaux cette semaine qui rappelaient que moins de la moitié de l'humanité vivait dans des systèmes démocratiques, ce qui nous permet toujours de rappeler qu'il y a plus de liberté dans les choix alimentaires et les comportements alimentaires dans le monde que dans les choix politiques que des citoyens sur cette planète peuvent faire. Donc l'alimentation, c'est un grand domaine de liberté, les consommateurs sont exigeants et donc les mondes agricoles ont derrière des frontières aussi à toujours repousser. On en parlera sans doute ce soir. Troisième frontière, c'est bien sûr la frontière des acteurs. Il y a de plus en plus d'opérateurs privés, publics, hybrides, des fonds de gestion d'actifs, des fonds souverains, des family office, qu'en sais-je. Plein d'acteurs qui ne sont pas au départ des acteurs agricoles et agroalimentaires, mais qui ont bien conscience qu'il y a une valeur refuge, un domaine stratégique, plein d'avenir, même si c'est le plus vieux secteur du monde. Et donc, on a ce constat croissant de voir ce réarmement mondial sur l'agriculture et l'alimentaire, dans ce sens où tous les États continuent leur mobilisation ou accélèrent, ou à l'inverse, un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs investissent dans ce domaine, puisque c'est un domaine relativement stable qui concerne encore une fois une grande partie de la planète, plusieurs fois par jour, tous les jours. Donc, en fait, on peut sans doute se retrouver dans 10 ans dans cette salle et reparler de l'importance stratégique de l'alimentation. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'opérateurs misent sur ce secteur parce qu'il a, malgré ses volatilités, ses nervosités, ses évolutions, ses mutations, beaucoup de permanence. Je m'arrête là pour vous dire que le Déméter, évidemment, se consomme sans modération tout au long de l'année, que évidemment chaque Déméter est différent. Donc en fait, le Déméter cette année n'a aucune page ressemblante aux pages des années précédentes. Et donc c'est important aussi de souligner que chaque millésime est bien particulier, spécifique. Et je me tourne, avant d'être dans un débat autour des contributeurs du Déméter, des grands témoins. On a le plaisir ce soir d'accueillir Guillaume Gomez, qui est le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie et l'alimentation. Ancien chef cuisinier du Palais de l'Élysée, je crois, sous 4 présidents de la République, sauf erreur de ma part. Et nous sommes très heureux de compter sur la présence de Guillaume Gomez parce que c'est quelqu'un qui est à la fois, évidemment, dans la sublimation des produits agricoles au service des consommations, à la fois dans les cuisines, dans l'assiette, dans les réceptions qui ont pu être organisées, mais aussi quelqu'un qui a un engagement fort pour le respect des mondes productifs agricoles et les efforts qui sont conduits dans ce secteur pour toujours satisfaire des consommateurs et permettre que dans les cuisines, ces produits alimentaires soient les mieux sublimés possibles. Après, évidemment, il faut des gens talentueux en cuisine pour les sublimer. Et je crois que Guillaume Gomez fait partie de cette catégorie de personnes dont le talent est assez spécifique
Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait l'inviter ce soir, parce qu'en fait, on a 2 questions pour vous, cher Guillaume. Une première question sur votre terrain de jeu actuel, c'est-à-dire gastronomie et diplomatie. Et donc, ma première question est très simple, en fait. De la cuisine de l'Élysée à la diplomatie française dans le monde qui continue à rayonner, est-ce que finalement, cette gastronomie française, cette alimentation et ce mode alimentaire à la française, ces mondes agricoles en arrière-plan, font vraiment grandir la France sur un planisphère? Alors écoutez, déjà, bonjour à toutes et tous. Je regarde l'heure parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse vite pour vous laisser du temps pour poser des questions. Donc, je ne vais pas être trop long. Vous remerciez déjà de m'inviter. Vous l'avez dit dans vos propos en préambule, ce soft power, ce cercle d'influence que peut être la gastronomie à travers le monde, bien évidemment, c'est quelque chose d'important. Revenir quelques petits instants quand même, parce qu'il le mérite, avoir un hommage appuyé vers tout ce monde de l'agriculture, vers nos producteurs, vers nos agriculteurs, parce que vous l'avez dit, si les cuisiniers, si les chefs, si les transformateurs, quels qu'ils soient, dans le monde de l'artisanat, peuvent aujourd'hui faire cette gastronomie française qui est reconnue à travers le monde, c'est avant tout parce qu'on a une agriculture qui est exceptionnelle, parce qu'on a également un terroir et un territoire exceptionnel. Il n'y a pas un autre pays au monde, si petit ou grand soit-il, mais ce qui à l'échelle de la planète est quand même pas très grand, est un terroir aussi différent et des savoir-faire aussi différents. Donc un grand merci à tous ces producteurs, ces agriculteurs qui depuis de nombreuses années, bien évidemment, nous font ces produits et bien évidemment que moi depuis toujours, je les soutiens, je travaille avec eux parce que moi, je ne peux pas faire mon travail de chef de cuisine sans… moi, je ne sais pas faire pousser une carotte, je ne sais pas faire pousser tous les bons produits qu'on me fournit. Je sais les travailler, je sais pourquoi expliquer la nature, on va dire, le goût et de ce qu'ils vont devenir, mais j'ai besoin de tout cet amont et pour ça, on a besoin de travailler ensemble et de se parler. C'est pour ça que je suis, depuis de nombreuses années, toutes les organisations professionnelles et bien sûr de producteurs et d'agriculteurs qui travaillent dans ce sens. Donc déjà, merci de me donner la parole ce soir. Et vous l'avez dit, depuis maintenant 1 an, le président a fait le choix de me nommer ambassadeur pour la gastronomie. Donc, en plus d'être son représentant personnel pour la gastronomie, je m'occupe de tout le rayonnement de la gastronomie française à l'international. Et bien sûr, dans cette équipe de la gastronomie, la capitaine en restera toujours l'agriculture. Donc, très fier d'être là. On n'a pas inventé le terme de diplomatie culinaire, on n'a pas inventé la diplomatie culinaire. Talleyrand en parlait souvent, on a souvent cité sa phrase célèbre, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on a inventé, c'est quelque chose en tout cas qu'on essaye de remettre au goût du jour, c'est quelque chose qu'on essaye de faire vivre. Il y a un club qui s'est créé il y a une quarantaine d'années qui s'appelle le Club des chefs, qui fédère tous les chefs de cuisine de chefs d'État. Ça fait 40 ans qu'ils se rencontrent. Ça passait un petit peu sous les radars, personne ne le savait. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, on essaye de médiatiser ces rencontres parce qu'à chaque fois, ce sont des moments importants. Et tous ces chefs, c'est exactement ce que je faisais lorsque j'étais le chef de l'Élysée. On se doit d'être la vitrine de notre gastronomie, la vitrine de notre pays et bien sûr de celles et ceux qui font cette gastronomie et cette alimentation. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette première réponse. Très efficace, et on découvre du coup que les chefs des présidents se rencontrent aussi, et donc rois, des reines, des chefs de gouvernement. On présuppose qu'il y a aussi parfois des discussions en cuisine sur le terrain diplomatique. Mais on a une deuxième question pour vous, évidemment. On a le sentiment parfois qu'une certaine frontière, justement pour jouer sur le titre du rapport, une certaine frontière s'est installée ces dernières années finalement entre les mondes agricoles et les consommateurs, sans doute par de la distance sociale ou territoriale. Mais comment vous, aujourd'hui, vous expliquez éventuellement cette frontière qui s'est créée? Est-elle artificielle finalement? Est-ce qu'on surjoue cette frontière? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour demain réconcilier un peu tout le monde et refaire ces connexions sociales et territoriales? Alors, en quelques secondes ou minutes, ça va être très compliqué, mais en tout cas, vous dire que bien sûr que cette frontière est réelle, on ne serait pas là en train d'en parler. Nos producteurs, nos agriculteurs ne rencontreraient pas les difficultés qu'ils rencontrent depuis de nombreuses années s'il n'y avait aucun sujet. Il y a bien évidemment un sujet, le sujet de notre alimentation. Donc, il faut pas… Aujourd'hui, le but n'est pas de se dire c'est de la faute d'un tel ou d'une telle, c'est de se dire on doit avancer, on doit retrouver en effet cette autonomie alimentaire. Tout simplement, peut-être retrouver un peu de bon sens. On a peut-être été aussi trop loin sous prétexte d'innovation, sous prétexte d'économie, sous prétexte de je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on revient, non pas en arrière, mais on revient à du bon sens alimentaire, où tout simplement on est plus en accord avec ce que l'on sait aussi aujourd'hui de ce que l'on souhaite pour notre alimentation. Et je pense que c'est, vous posez la question, comment est-ce qu'on arrive à
effacer ces frontières, c'est tout simplement en se parlant. Et je pense que peut-être l'erreur de bon nombre de gens pendant des années, c'était tout simplement de ne pas se parler. Moi, j'étais effaré qu'il y a quelques années maintenant, lorsque je rencontre que ce soit des syndicats agricoles ou que ce soit des professionnels de l'agriculture, notamment au salon de l'agriculture, les gens me disaient ah, mais c'est bien, chef, vous venez nous voir. Il n'y avait pas de chef qui allait les voir. Très peu de chefs allaient voir les producteurs. Et les producteurs, ils ne parlaient pas aux chefs, ils produisaient. Mais leur rôle, ce ne sont pas des horticulteurs, ils ne sont pas là pour faire des jolis champs, ils sont là pour faire des produits qui doivent être consommés. Comment est-ce que quelqu'un qui élève, je ne sais pas, qui a un élevage d'agneaux, à un moment donné, il ne va pas rencontrer la personne qui va transformer. Donc, il fallait que les gens se parlent et les gens ne se parlaient pas, ou pas assez en tout cas. Et donc, aujourd'hui, on revient vers plus de dialogue et puis ça passera, et j'en suis persuadé, je me bats pour ça depuis de nombreuses années, tout simplement aussi par, je l'ai dit, un petit peu de bon sens, mais par une éducation à l'alimentation. Notre modèle alimentaire a changé. Pourtant, ce modèle alimentaire français que le monde entier nous envie et qui est vertueux, il va falloir passer par peut-être une rééducation à l'alimentation parce qu'on sait aujourd'hui, on ne le savait peut-être pas il y a 15 ans, on ne le savait peut-être pas il y a 50 ans, mais que notre alimentation, elle a un impact sur nous, elle a un impact sur l'autre, elle a un impact sur l'environnement. Ce n'était pas du tout le discours il y a peut-être 20 ans. Personne ne enfin, on parle beaucoup de saisonnalité aujourd'hui, mais moi, quand j'ai commencé la cuisine il y a 30 ans, personne ne me parlait de saison. Les 4 saisons, c'était des pizzas ou un opéra. Mais on ne parlait pas du tout en cuisine de saisonnalité. C'était même un non-sens gastronomique que de vouloir coller à la saison. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. C'est tout à fait le contraire. Donc, je pense qu'on a retrouvé un petit peu de bon sens, pas partout. J'en parle souvent avec mes collègues chefs. On a énormément de travail à faire, notamment dans le bio en restauration. Ça reste le secteur commercial qui utilise le moins de bio, la restauration, alors que le consommateur chez lui en consomme, donc ça veut dire qu'il en veut. La restauration ne va pas encore assez vers ça, et tout simplement vers une alimentation, je l'ai dit, de bon sens, avec ce que moi j'appelle le petit triptyque un petit peu magique, tout simplement. Est-ce que quand on fait un choix qui est un choix politique d'un achat, d'un mode de consommation, de s'arrêter dans tel ou tel endroit pour consommer, que ce soit de la baguette, c'est au sujet, c'est fancy, ou un sandwich, ou tout simplement un plat. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Si c'est non à une seule de ces questions, ce n'est pas le modèle alimentaire français que l'on souhaite défendre, ce n'est pas ce que l'on veut, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a forcément un impact, soit sur notre santé, soit sur notre économie, soit sur la planète, soit sur tout simplement le producteur. Et à partir du moment où on ne va pas vers ça, on n'en sort pas grandi. Et ça passera seulement par l'éducation, parce qu'on a beau essayer de dire faites-nous les meilleurs produits du monde, si on ne les consomme pas, ça n'a pas de sens. Donc, il faut pour ça tout simplement éduquer les jeunes à l'alimentation, non pas pour en faire des chefs de cuisine, mais pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs et donc des meilleurs citoyens. Merci beaucoup à Guillaume Gomez. Je crois qu'on peut l'applaudir vivement. Merci. Perdez pas de temps en applaudissements, perdez pas de temps, on enchaîne. On retiendra quand même l'importance de l'éducation, du bon sens et du dialogue international, intersocial, intergénérationnel. Merci beaucoup Guillaume Gomez. Je donne la parole tout de suite à Mathieu Brun qui va animer la table ronde. Mathieu, à toi de jouer. C'est bon maintenant. Oula, oui, parfait. Je ne recommence pas à zéro parce que le temps est compté, mais je vais quand même commencer par remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cet ouvrage. Sébastien l'a dit, c'est une codirection, mais c'est un exercice collectif. Certains sont dans la salle, beaucoup nous écoutent aussi à distance, certains sont aussi à mes côtés. On a aussi Laura qui est notre cartographe et qui a beaucoup participé à ce numéro et aux 4 derniers. Donc, je voudrais les remercier parce que c'est aussi ça, une publication, c'est aussi une équipe. Alors, il y a des capitaines. Sébastien aime le sport, donc il y sera sensible, mais c'est aussi des joueurs et des très bons joueurs et des joueurs de fair play sur cette publication. Alors, vous dire aussi quelques éléments sur cette synthèse, mais avant, je vous rappelle qu'on aura un temps de questions-réponses à la fin de la table ronde. Celles et ceux qui nous suivent en visio et qui sont nombreux peuvent aussi poser leurs questions. J'ai avec moi une tablette qui me permettra de les restituer aux participants de cette table ronde. Donc, n'hésitez pas, dès maintenant, à m'envoyer vos questions, vos remarques, et puis ensuite, on les saisira et on les transmettra aux participants. Alors, ce Déméter 2022 tout frais et tout chaud, comme l'a dit Sébastien, qui vient de nous parvenir, c'est
il pose une question. Cette fois-ci, dans cette édition, on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui se cache derrière nos assiettes et comment est-ce qu'on se nourrit. Est-ce que finalement, manger, c'est un acte banal? Peut-être que la pandémie a rappelé à beaucoup d'entre nous que c'était un petit peu extraordinaire de pouvoir se nourrir 3 fois par jour. C'est aussi extraordinaire de pouvoir produire dans des situations, dans des contextes où on a moins d'outils pour le faire à cause des chaînes logistiques internationales. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui bouscule nos assiettes? On a fait 18 chapitres dans cette édition, 8 repères thématiques sur des filières et sur des marchés stratégiques. Finalement, je vais retenir quatre formes de marqueurs qui sont un petit peu transcendants et qui traversent cette édition. Des marqueurs de goût, des marqueurs de puissance, des marqueurs d'inégalité et des marqueurs d'appartenance. L'alimentation, c'est d'abord un marqueur de goût qui est essentiel. C'est aussi le marqueur de nos choix, de nos orientations, de nos attentes. Et la question de la qualité est traitée dans cet ouvrage. On a un chapitre qui traite de la manière dont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc., sur tous ces réseaux du quotidien, comment est-ce qu'on prend en compte la question de la qualité finalement? Comment est-ce que les influenceurs embrassent cet enjeu de la qualité alimentaire et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les filières agroalimentaires? Les comportements de nous-mêmes ou des autres, les comportements de consommation changent, évoluent beaucoup. Nathalie nous en parlera certainement juste après. On a des nouveaux modes d'accès aussi à l'alimentation qui ont été bousculés par ces 2 années d'épidémie et de Covid. On voit le développement du e-commerce. Alors nous, on aime bien à Déméter aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc on est allé en Afrique, dans les Afriques, pour voir ce qui se passe sur le plan du e-commerce, aussi un petit peu en Indonésie et dans d'autres régions du monde. On voit aussi ces startups, ces innovations qui bousculent nos manières de consommer et de nous nourrir. Il y a quelques années déjà, on disait qu'à Singapour, on fait plus de cuisine dans les nouveaux immeubles, on fait des dressings parce que c'est plus facile de se faire livrer l'alimentation. Voilà un petit peu ce qui se dessine dans le futur. On va voir aussi ce qui se passe dans nos assiettes vraiment, et notamment la seafood tech. Qu'est-ce qui se passe dans l'innovation des produits de la mer? On a une consommation croissante de produits de la mer aujourd'hui. Alors, est-ce que l'innovation, comment est-ce qu'on peut, sur l'ensemble de la filière, faire mieux, faire différemment pour répondre à cette demande en croissance? Quand on parle de mode d'accès, eh ben aussi, on parle de restauration. Guillaume Gomez pourra nous en dire quelques mots, mais on pense aussi à restauration collective. Le Covid a complètement changé notre rapport aux cantines, à la manière de s'alimenter sur nos lieux de travail ou dans les lieux d'études. Et donc, on pose la question, quelles seront les restaurations collectives de demain? N'oublions pas aussi, et je pense qu'on a des bons représentants autour de la table pour le signifier, que se nourrir, s'alimenter, c'est aussi un facteur de bien vivre, un facteur de plaisir, bien entendu, mais c'est aussi dans le contexte de seniorisation, d'allongement de la durée de vie, un élément qui est absolument essentiel, bien nourrir pour bien vieillir. On a les auteurs qui sont avec nous toutes les deux et qui ont participé à cet ouvrage et qui ont essayé de décrypter un petit peu comment est-ce que finalement on peut bien vieillir, à quel moment on doit bien se nourrir, c'est-à-dire à tous les moments de la vie, bien entendu, pour vivre le plus longtemps en bonne santé. Vous avez, Guillaume Gomez, parlé d'éducation alimentaire. Nathalie reviendra là-dessus. On a décidé d'aller voir aussi ce qui se passe en Amérique du Sud, où les enjeux d'obésité et de surpoids sont très importants. Qu'est-ce qui se passe en termes d'éducation alimentaire? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan aussi des politiques publiques? Alors, marqueur de goût, c'est aussi un marqueur de puissance. On aime bien cultiver cette notion de puissance ou d'impuissance, peut-être aussi, en particulier dans ce débat sur la souveraineté alimentaire qui est très fort depuis quelques années. Et la notion revient beaucoup dans toutes les bouches et dans toutes les têtes. On pourrait penser aux derniers chiffres de la balance commerciale, mais je garde ça peut-être pour les questions. Quand on parle de puissance, on parle de capacité à ne pas dépendre des autres, mais on parle aussi de capacité à peser sur des équilibres régionaux, mondiaux, d'où l'importance aussi d'être imbriqué dans cette communauté européenne sur le plan agricole et alimentaire. On va voir justement sur le plan européen cette boussole stratégique qui a tendance un petit peu à chercher une orientation. C'est Thierry Pouche qui revient sur ce sujet. On s'intéresse aussi au soft power jusqu'au bout. On va vers la K-food, la nourriture coréenne qui a pris une place très importante. On va voir ce qui se passe en Turquie, qui met aussi en avant ce soft power. Bien sûr, le Déméter parle d'autres pays. On a l'année dernière et d'autres années parlé de Russie et d'autres endroits sur la planète. Mais allons explorer qui de la Turquie et d'autres pays traitent de ces enjeux. On a fait le pari de mettre l'accent sur une question qui pourrait paraître à certains d'entre vous un peu complexe et technique, mais celle des normes et des standards
La normalisation, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu sur le plan agricole et alimentaire, sur le plan des enjeux stratégiques et de la géoéconomie. Donc, on a essayé d'aller voir aussi ce qui se passe sur la Chine et sa puissance normative qui s'affirme de plus en plus. Quand on parle de puissance, on parle d'acteurs. Sébastien l'a rappelé en introduction, mais allons voir ce qui se passe du côté des fonds d'investissement, un chapitre qui traite de ce sujet par un collègue britannique. Qu'est-ce qui se passe aussi avec les nouveaux capitaux, les nouveaux fonds d'investissement? Un chapitre entier sur Singapour et qui revient sur la puissance de Temasek, par exemple. On va voir un petit peu ce qui se passe sur l'AgTech en Israël, mais aussi dans les Afriques. Amine reviendra sur ce sujet dans la table ronde. Et puis, on va jusque dans les étoiles, parce que vous savez qu'à Déméter, et dans le Déméter, on n'a pas de frontières. Donc, on pousse le plus loin possible avec Quentin Mathieu qui est dans la salle et qui va explorer, après avoir eu le plaisir d'avoir Thomas Pesquet comme grand témoin l'année dernière, ce qui se passe sur le plan agricole alimentaire dans l'espace. Marqueur de goût, marqueur de puissance, c'est aussi un marqueur d'inégalité. Il ne faut pas l'oublier, Sébastien l'a rappelé en introduction. Se nourrir, l'alimentation, c'est un acte qui est contrarié par de nombreux facteurs. Le climat en est l'un, mais aussi la pauvreté, qui reste un élément absolument important. 1 milliard de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et donc, pour eux, manger reste un acte extraordinaire, un acte de difficulté et une bataille du quotidien. Donc, on a fait le choix d'aller sur des terrains peut-être un peu moins connus, d'aller voir ce qui se passe dans des camps de réfugiés, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on s'alimente dans ces endroits qui sont soumis au chaos, sur une île. Alors, on va explorer Mayotte, les régions ultramarines françaises. Et puis, interrogeons-nous aussi sur les franges urbaines et les franges rurales. Est-ce qu'en France, dans ces franges rurales, on mange si bien que ça? Est-ce qu'on est en situation de sécurité alimentaire? Voilà les frontières qu'on déplace et qu'on va questionner, y compris sur le plan logistique, avec un sujet sur les rails. L'auteur est dans la salle aussi. Notre alimentation passe aussi sur la mer, mais aussi passe aussi sur les rails. Le dernier marqueur que je voudrais rappeler, c'est le marqueur d'appartenance. Et c'est un élément, je crois, qui est assez essentiel. C'est aussi un élément de controverse. L'alimentation, c'est un facteur de division. Peut-être c'est là aussi une nouvelle frontière ou une nouvelle barrière qui se met entre les hommes. Mais c'est aussi la réunion, l'appartenance à un collectif, l'appartenance à une vision. La gastronomie en fait partie. Il y a des sondages qui sont sortis il y a quelques jours qui rappellent quels sont un peu les atouts de la puissance française. Et l'image de la France à l'international, c'est aussi sa gastronomie. Et c'est un sentiment d'appartenance qui est très important. Un sentiment d'appartenance aussi à une même planète, en particulier quand, à l'heure de l'Anthropocène, on s'interroge sur ces régimes alimentaires. Le deuxième chapitre de l'ouvrage revient sur ce défi de se nourrir à l'heure de l'Anthropocène. Les frontières, elles sont multiples en termes d'innovation, bien sûr, en termes de développement durable, en termes de produits, en termes de techniques. L'ensemble des invités ce soir reviendront sur ces différentes frontières. On peut aussi, bien sûr, penser à ces nouvelles barrières dont certains d'entre vous pourront discuter ou élaborer sur ce sujet. Ces frontières, ces nouvelles frontières qu'on explore dans le Déméter, dans cette édition 2022 du Déméter, elles rappellent finalement à quel point l'alimentation reste la pierre angulaire de toutes les sécurités, de la sécurité humaine. Et donc, ça reste vraiment cette première des sécurités. Et toute cette alimentation, tout ce plaisir, ces marqueurs de goût, d'appartenance, etc., ne peuvent exister que parce que nous avons la chance d'avoir des agriculteurs, des agricultrices, parce que j'en ai une à ma gauche, des agricultures durables qui sont en transition, qui avancent partout sur la planète, et bien sûr aussi l'ensemble des acteurs qui participent à ces systèmes alimentaires. Alors, l'exercice est toujours compliqué, il y a toujours des frustrations. Je vous invite bien sûr à acheter l'ouvrage, mais surtout à le lire, à essayer de comprendre ce qu'on a essayé de montrer pour vous raconter ces nouvelles frontières de l'alimentation, jusque dans les cartes, jusque dans les interviews. N'hésitez pas à aller feuilleter cet ouvrage. Alors, on a la chance d'avoir quelques auteurs, on a aussi des grands témoins ce soir. Je vais tout de suite passer la parole à Nathalie Hutin-Lardot, qui est juste à ma droite, qui est nutritionniste et fondatrice d'Évidence Santé, qui est une agence de veille, d'analyse et de communication sur les enjeux de santé. L'équipe d'Évidence Santé, avec Catherine et Sénéis qui sont dans la salle, ont écrit ce chapitre, se nourrir, bien se nourrir pour bien vieillir. Alors, Nathalie, une première question peut-être, c'est qu'on sait qu'il y a à peu près 800 millions d'individus en plus sur la planète d'ici 2050, 500 000 centenaires en Europe en 2050, un doublement démographique en Afrique, on verra ça avec Amine. Finalement, quels sont aujourd'hui
les grands enjeux de l'alimentation aujourd'hui, mais aussi dans le futur, en particulier quand on parle de changement démographique? Alors, en 10 minutes, c'est ça? Oh, un petit peu moins même. 9 maintenant. Pour justement suivre le fil conducteur un petit peu, c'est mieux là comme ça? Voilà. Pour suivre le fil conducteur, en fait, on a beaucoup parlé de sécurité alimentaire. J'ai un assistant super qui est donc la sécurité alimentaire. Comment la garantir? C'est pour moi vraiment l'enjeu vraiment prioritaire et déjà la définir. Et moi, je mets ma casquette de nutritionniste et garantir la sécurité alimentaire, c'est permettre aux populations d'avoir accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour assurer ses besoins fondamentaux. Donc là, on voit bien qu'on est sur un enjeu vital qui dépasse le bien manger dont on parle tous les jours. C'est-à-dire que chacun a sa définition du bien manger, mais ça n'a rien à voir avec la sécurité alimentaire. Le bien manger, c'est effectivement pouvoir aller au restaurant, pouvoir peut-être pour certains acheter plus local, pour d'autres peut-être chacun a sa définition du bien manger. Eh bien, la priorité en termes d'alimentation, c'est de pouvoir assurer cette sécurité alimentaire. Et en fait, on assiste à deux opposés très complexes. D'une part, vous en avez parlé aussi, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas à manger à leur faim dans le monde. Et là, je ne m'avancerai pas sur ces explications, mais évidemment, c'est très géopolitique. Je crois que le blé, par exemple, en ce moment, avec la Russie, c'est un vrai enjeu. Ça, c'est pas d'une part. Et puis, de l'autre côté, on a 2 milliards, c'est des gros chiffres, hein, mais 2 milliards de personnes en surpoids, dont certains obèses. Alors évidemment, c'est un petit calcul, tiens, si on pouvait transférer, ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un adulte sur deux, ça veut dire qu'il y a plus de 30% aujourd'hui des enfants dans ces pays, hein, j'ai bien exclu. Hein. Et c'est en croissance, notamment les 2 dernières années. On s'est aperçu que cette période de confinement a augmenté le surpoids et l'obésité. Alors, pour moi, les 2 priorités en termes des enjeux, c'est on mange trop et en deuxième niveau, on mange mal. Mais c'est d'abord on mange trop. On mange trop et on fait moins d'activité physique et on a un sommeil un peu dégradé. Donc tout ça, c'est très lié. Ces 3 éléments-là sont extrêmement liés. On ne peut pas, par exemple, pour un sportif comme l'est Sébastien, si on dort mal, on ne peut pas s'entraîner et on ne peut pas avoir des performances. Donc le sommeil est très, très important. Donc c'est d'ailleurs souvent dans l'ordre. Et si on dort mal, il y a plein de raisons. Hein. On mange trop, ou on est tracassé, on a du stress, etc. Ensuite, les conséquences du fait de manger trop, elles sont maintenant extrêmement bien connues, puisqu'il y a plus de 7 causes de mortalité dans le monde sur 10 qui sont liées à des maladies non transmissibles, dont la première, les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a un enjeu vraiment qui est extrêmement important au niveau mondial. Je parle aussi du diabète, de l'hypertension, etc., tout le monde, du cancer. Cancer avec un lien, là, je parle bien de l'obésité et du surpoids, il y a un lien direct entre le cancer et le poids. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on mange trop? Alors, je pense que si on avait la réponse là en 10 minutes, je pense qu'on s'en serait sorti. Et... J'ai notamment une part des explications que j'aimerais partager avec vous, c'est que en fait, on a une méconnaissance de nos besoins et on a une méconnaissance de l'impact de nos aliments sur nos besoins. J'imagine pas vous demander ici si chacun sait combien de calories, ou en tout cas d'énergie ou de kilojoules, il a besoin par jour. C'est presque un gros mot de parler de ça. Or, quand on prend une voiture, on sait combien d'essence on met dedans. On n'a pas besoin de savoir combien elle fonctionne. Nous, on ne sait pas. Mais quand je dis on ne sait pas, quand je le fais auprès de jeunes, par exemple sportifs, comme je le fais souvent, ça va de 1000 à 15 000. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée, en fait. Ce n'est pas très grave de ne pas savoir le chiffre, mais enfin, leur idée, c'est important. Pourquoi? Parce qu'après, on ne saura pas l'impact de ces aliments et on n'aura plus de repères. On ne pourra donc pas gérer sa satiété. Et donc, c'est vraiment un élément extrêmement important. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un problème de gestion de satiété? Eh bien, c'est vraiment un élément très moderne dans nos sociétés, c'est qu'on a open bar. Open bar, 24/24, 7 sur 7, on mange, on fait ce qu'on veut partout, et ça, c'est accentué. Et donc,
on n'a pas du tout ce sentiment de satiété qui est normalement très physiologique, qui doit en fait dicter notre alimentation. On a aussi évidemment nos repères gastronomiques. On mange, on fait des repas pour faire autre chose que de manger. Donc, de temps en temps, on mange même si on n'a pas faim. Et donc, on a perdu ces repères-là, donc de besoins. Et ça, je vais vous donner juste 2 petits exemples qu'on peut partager. Par exemple, 100 grammes de poire, c'est 50 calories. La poire, c'est la poire de saison, d'accord ? Et 100 grammes de cookies, c'est combien ? C'est 500. C'est 500. Je ne vous ai pas laissé dire la réponse parce que j'aurais eu, je pense, toutes les valeurs. Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus. Ce n'est pas du tout pareil au goûter de manger une poire ou un cookies. D'accord ? Une pizza, on en a parlé tout à l'heure. Une pizza, c'est super, ça va de 600 à 2000 calories. J'ai regardé un petit peu les offres. 2000 calories, c'est les besoins à peu près par jour. Pour moi, un petit peu trop. Pour vous, peut-être qui êtes sportif, vous pouvez monter à 2005. Voilà. Mais simplement pour vous dire que c'est des notions. Donc, on mange trop. Après, on mange, c'est vraiment au 2e niveau, on mange mal. On mange mal et pour moi, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect variété, c'est-à-dire qu'on mange de moins en moins varié. On doit manger des protéines, des glucides, des lipides. Ça, c'est le côté nutritionnel. On doit manger toutes les couleurs d'alimentation parce qu'on a besoin de micronutriments. Et en fait, on mange de moins en moins varié. Et en plus, des aliments à faible densité, on va dire nutritionnelle. Et donc, on se retrouve avec un manque de variété. Or, tout ça, c'est vital. Quand on dit « j'ai besoin d'énergie » au sens propre du terme, physiologie, c'est protéines, glucides, lipides. Puis quand je dis « j'ai besoin aussi d'énergie, de certaines vitamines », ce n'est pas d'un point de vue physiologique, en tout cas énergétique, mais c'est aussi des petites substances sans lesquelles on ne peut pas vivre. Donc, c'est vital. Donc, on mange mal parce qu'on mange pas varié. Et puis, on a aussi accumulé. Alors, ça a beaucoup évolué, mais on a accumulé. C'est vrai que, par exemple, les produits bio en sont justement peut-être une porte de sortie, beaucoup de toxiques. Et on a assisté à cette conséquence effet dose, c'est-à-dire plus il y a de toxiques et plus il y a d'effets, et notamment on rejoint là ce côté cancer. Mais il y a les perturbateurs endocriniens, dont vous allez voir, on va vous ramasser les oreilles pendant toutes les prochaines semaines, qui, eux, ne fonctionnent pas tout à fait avec l'effet dose. Donc, ça va encore renforcer cette suspicion. Donc là, je rejoins Guillaume. Je l'avais écrit avant qu'il le dise. Hein, témoin, Mathieu. Il faut pour moi rééduquer. Et rééduquer finalement en apportant une personnalisation. Et il y a pour moi 2 populations qui sont extrêmement sensibles à travailler, c'est ce qu'on appelle les 1000 premiers jours. Donc, 1000 premiers jours de bébé. D'ailleurs, il y a un plan gouvernemental qui est extraordinaire. C'est 4 mois et demi de grossesse, 2 ans de l'enfant. Tout ce qu'on fait quand on est enceinte, c'est un impact, hein, que ce soit la qualité de l'air intérieur, tout ce qu'on peut se mettre sur la peau, etc., mais aussi ce qu'on mange. Deuxièmement, la cible des seniors, parce qu'effectivement, vous avez cité le chiffre, j'espère être centenaire, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais espérance de vie en bonne santé, ce serait mieux quand même. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour moi, rééduquer en misant tout sur l'augmentation en fait, de la connaissance de la variété, la composition des aliments. Le Nutri-Score, c'est un tout petit pas, mais c'est absolument pas suffisant, puisqu'il parle d'équilibre sur 100 grammes et non pas par portion. Et on voit qu'une pizza très bien équilibrée, elle fera quand même 2000 calories. Vous voyez que l'impact, ça va bien au-delà de la composition. Il y a également peut-être de repenser en fait les régimes et leur donner peut-être un nom plus moderne, ce qui fait qu'on a une adhésion plus forte. Je pense au flexitarisme, qui est pour certains nutritionnistes, on va dire le nouvel omnivore, et principalement en augmentant la consommation de fruits et légumes, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc tout ça nous permettra effectivement, pour moi l'enjeu, c'est d'avoir une espérance de vie en bonne santé, grâce notamment à de la prévention et avec une alimentation qui soit beaucoup plus variée et équilibrée. Alors, Je sais pas combien de temps j'ai tenu, mais on a mangé des pizzas, des cookies, un petit peu de poire. la poire, c'est pas mal Hein, quand même. ça, c'est très important. Je vous l'ai dit, dans le Déméter 2022, on va aussi sur les produits de la mer, par exemple. On explore les marchés, les tendances. Et Nathalie, finalement, si on se projette un peu dans le temps et si vous avez une boule de cristal, à quoi ressembleront sur le plan de l'innovation nos assiettes demain ou déjà aujourd'hui? Peut-être quels sont les facteurs que vous identifiez comme étant un petit peu disruptifs, puisque le mot est à la mode, sur nos assiettes? Alors, je ne sais pas si on a vraiment besoin de cette innovation à l'excès en termes d'offres. Moi, je me dis on a besoin aujourd'hui d'innovation sur les outils d'éducation.
Parce que on a bien vu en fait l'offre, il y a de l'innovation assez régulière. Par contre, pour améliorer la connaissance des produits, moi je ne connais pas beaucoup d'outils. Pour augmenter la variété, je ne connais pas beaucoup d'outils. Et je vais te signaler d'ailleurs une initiative que je trouve très bien de Open Agri-Food, auquel participe aussi Anne-Cécile, on ne se connaissait pas tout à l'heure, qui va viser à promouvoir l'éducation à l'alimentation dans toutes les strates de la population, y compris à l'école. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et je crois qu'au Salon de l'Agriculture, ils ont justement mis en place un jeu qui s'appelle Fais ta soupe. On va découvrir 7 aliments, les enfants notamment. Et bien ça, c'est vraiment une innovation, c'est retrouver avec peut-être des jeux ludiques, peut-être des jeux innovants, de pouvoir finalement participer à l'éducation. Donc ça, c'est pour moi vraiment ça, l'innovation. C'est travailler aussi sur l'acceptabilité des différents aliments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acceptabilité des fruits et légumes, on voit bien que c'est difficile, mais peut-être aussi d'autres types de produits dont on manque, les légumineuses par exemple. Peut-être des nouveaux produits, je ne sais pas, les insectes, j'en ai déjà mangé, mais peut-être qu'il y a des freins alors que ça pourrait être très intéressant. Je sais pas, si on met un peu de farine d'insecte dans de la farine, ça ne se voit pas, certaine acceptabilité, j'en sais rien, mais je pense que c'est vraiment, ça pourrait être intéressant. Et puis un travail vraiment, et là je voulais vraiment juste transmis un tout petit peu, c'est l'histoire des portions. On a vraiment un souci de portion, ça a explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une pizza qui fait 2000 calories, c'est 2 fois ce qu'un enfant a besoin de 7 ans. Donc, c'est vraiment très important. Donc, les portions, il n'y a pas. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui très clairs. Les fréquences, après. Je vous invite d'ailleurs, on organise des webinaires avec Sandrine Doppler qui s'appelle Planète Food Santé. Et le prochain, fin février, sera sur, justement, essayons d'inventer ensemble un outil sur les portions. Donc, on a vraiment envie aussi de proposer des outils en open source pour que chacun puisse se l'approprier et qu'on continue à travailler tous ensemble. Avant de changer de paysage et avant de donner la parole à Amine Youssouf, je voudrais vous poser une dernière question, puisqu'on a fait le lien entre alimentation et santé. Aujourd'hui, il faut parler de nœud, de nexus. Et donc, si on pousse un petit peu ce nexus avec un troisième mot-clé, c'est celui de l'environnement. Nos choix alimentaires, bien sûr, impactent notre santé, hein, que vous soyez poire ou pizza. Mais une autre frontière de l'alimentation, c'est aussi celle de son impact sur le climat et sur notre environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer des régimes alimentaires qui satisfassent à la fois nos besoins en kilocalories par jour, nos envies aussi en termes de goût, c'est important, et qui limitent les conséquences environnementales négatives qui existent déjà sur le système alimentaire. Alors, j'ai bien aimé tout à l'heure, Guillaume, je vais peut-être reprendre. Donc, je pense que on a effectivement, on se posait souvent 2 questions quand on parle d'alimentation. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma planète? Et Guillaume, vous avez rajouté, est-ce que c'est bon pour l'autre? Je trouve ça très intéressant, ces 3 questions. Et donc, moi, par rapport aux enjeux du climat et de la planète, je crois qu'au niveau de l'alimentation, on peut se poser la question de l'intérêt de la provenance. C'est-à-dire, est-ce que cet aliment que j'ai devant moi ou que je vais choisir, est-ce que je vais regarder, est-ce qu'il y a un intérêt qu'il soit produit en local ou est-ce qu'il y a un intérêt qu'il vienne de loin? Parce qu'il ne s'agit pas d'être se concentrer sur nous. Je ne sais pas, moi, la vanille de Bretagne, je ne suis pas sûre que je l'achèterais. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être un intérêt pour chacun. Puis après, donc, intérêt de la provenance, mieux connaître pourquoi. Je faisais la référence, par exemple, l'histoire des fleurs. Là, il y a eu un reportage qui a été assez impactant. Les fleurs qui sont produites, par exemple, au Mali, si on coupe cet approvisionnement, que vont faire ces gens au Mali maintenant qu'ils ont produit pendant des années des fleurs pour nous? Donc, il faut peut-être accompagner. C'est peut-être plus intéressant qu'on ait aussi des fleurs locales, mais bon, il y a des grandes questions à se poser. Donc, l'intérêt de la provenance, moi, je trouve que ce serait bien qu'on porte ça en connaissance aux consommateurs. Et après, je dirais l'impact que pourrait avoir le produit sur la planète, qu'on le connaisse un peu mieux, parce que c'est très complexe. Et justement, dans les pastilles qu'on fait là, sur la transition alimentaire, on voit que chaque sujet, il y a beaucoup d'expertise. Sur les emballages, par exemple, on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure solution. Donc, je pense qu'on a vraiment... pareil, on doit vraiment se poser ces questions. C'est ce qu'il y a un intérêt pour ce produit. Puis après, le prix est un arbitrage. Le prix est un arbitrage parce que hier soir, j'ai acheté des fraises à 7,50 €. Pas bien. Je n'avais pas vu. On était au Monoprix de Rennes. On a acheté des fraises à 7,50 €. Et je trouve qu'après, on s'est dit, non, mais ce n'est pas bien du tout. Voilà. Mais je vais vous rassurer, on s'est dit que c'était exceptionnel. Pourquoi on avait fait ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit après se poser la question, est-ce que c'est mon quotidien? Et là, j'ai un vrai impact.
ou est-ce que c'est exceptionnel? Je vais prendre, je sais pas, du caviar, parce qu'il y en avait à côté. Si on fait caviar et fraises, là, je pense que là, ça va pas du tout. Donc voilà, pour moi, les enjeux de la planète, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt de la provenance? Est-ce qu'il y a un impact? Et est-ce que c'est mon quotidien ou est-ce que c'est exceptionnel? Alors, puisqu'on est sur ces nouvelles frontières et on a déjà pas mal de questions qui arrivent sur le chat, donc n'hésitez pas à continuer, celles et ceux qui nous suivent en visio aujourd'hui. Donc, nouvelles frontières, on va essayer de pousser une frontière géographique. Donc, je vais aller à mon extrême gauche pour donner la parole tout de suite à Amine Youssouf, qui est notre grand témoin avec Awoya Mohamed dans cette édition 2022 du Déméter. Juste après Thomas Pesquet dans Les Étoiles, on met un peu les pieds sur terre. Cette fois-ci, même si on est aussi sur des questions digitales et des questions de dématérialisation. Vous êtes tous les deux entrepreneurs, cofondateurs aussi de The Colors et Afrobytes. Amine, vous pourrez revenir peut-être un peu sur ce qu'est Afrobytes, c'est cet écosystème d'acteurs qui connectent innovateurs et innovations dans les Afriques et en Europe. Alors, les Afriques au pluriel, j'aime bien le mettre ce terme au pluriel, ce sont des défis énormes dans le futur. Peut-être que selon vous, dans votre propre vision, quels sont un petit peu ces 3 grands défis peut-être qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain encore plus aux Afriques? Et puisque vous êtes notre spécialiste ce soir des questions de technologie, de tech et d'innovation, en quoi est-ce que la tech et l'innovation peuvent être aussi des moyens de solutionner ces défis, ces défis et ces enjeux? Alors, c'est bien, ça fonctionne. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation et puis merci de nous avoir invités à contribuer à cette belle édition du Déméter. Alors, d'abord, j'aimerais juste, par rapport à ces défis qu'on dit africains, je vais placer un peu le curseur un peu différemment. Je vais dire que c'est des défis européens. Parce qu'en fait, on est mégaliers. Et j'en prends pour preuve que la question africaine, quand on y réfléchit bien, elle est, par exemple, actuellement au cœur de l'élection présidentielle française. Très clairement, elle est au cœur de ce sujet-là. Donc, les défis africains, en fait, sont des défis européens. Donc, je vais vous donner, alors je pourrais vous en donner plein, parce que des défis en Afrique, on en a plein. La santé, les infrastructures, enfin, plein. Mais je vais en prendre 3. Le premier, c'est la question de l'emploi. La croissance démographique, on va être à 2,5 milliards d'habitants en Afrique en 2050, avec une population qui est la plus jeune au monde, très clairement, mais de très très loin. Donc on a un défi qui est simplement de trouver le moyen d'employer ces jeunes-là. Sinon, quand vous ne travaillez pas, vous allez chercher du travail ailleurs. Alors, évidemment, vous voyez le lien avec ce qui se passe en ce moment et les discussions qui peuvent arriver en ce moment ici. Alors, il s'est passé un truc assez intéressant quand même. Il y a quand même des choses assez positives. Ça dépend de la manière dont on les voit. La crise du Covid. Pendant ces 2 ans, en fait, moi qui travaille beaucoup sur l'Afrique, en fait, on s'est tous mis à travailler à distance. C'est super intéressant. Vous passez le matin, vous êtes au Kenya, puis vous allez au Ghana, puis vous allez au Nigeria, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, on arrive à travailler ensemble et on travaille bien. Et d'ailleurs, j'en prends pour preuve que cette année, si on parle par exemple d'une application, par exemple sur les startups africaines ont levé cette année encore un record. Elles sont à 5 milliards de dollars. Il faut savoir qu'en 2016, on était à 400 millions. Donc, la courbe, elle est exponentielle. Donc, finalement, on se rend compte qu'on arrive à travailler. Alors, c'est intéressant parce que ça accélère tout. Alors après, ça va poser quand même un petit défi. D'abord, c'est bien parce qu'effectivement, ça crée de la richesse et j'espère de l'emploi, etc., etc. Mais ça pose quand même un défi en creux qui va être tous ces jeunes qui vont être éduqués en Afrique, il va y en avoir des millions et c'est très, très bien. Par contre, il faut savoir que moi, j'ai le sentiment que dans certains secteurs, mes enfants seront en concurrence sur l'emploi avec toutes les personnes qui sont sur leur time zone, enfin sur leur time zone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de compta, si vous avez besoin d'un webmaster, si vous avez de tous ces métiers qu'on a su faire et qui fonctionnent à distance depuis 1 an, vous pouvez vous poser la question de vous dire, éventuellement, je peux employer quelqu'un à distance au sud de Paris, en Tunisie, à Johannesburg, etc. Ça fonctionne. Je le fais chaque jour, je vous garantis que ça fonctionne très, très bien. Alors, je ne vous parle pas
des métiers où est-ce qu'il faut peindre, etc. Évidemment, les métiers, vous ne pouvez pas. Mais il y a certains métiers où ça va être de plus en plus le cas, et notamment les métiers intellectuels. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à un moment donné, quand vous avez une telle masse de gens éduqués petit à petit qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça va avoir des conséquences d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un défi. Ce défi de l'emploi, on peut le voir de deux façons. Il est nécessaire qu'il y ait de l'emploi, et puis après, il va falloir collaborer ensemble, donc il va falloir travailler ensemble pour que ça fonctionne. Donc, toute logique qui voudrait dire qu'on ne se parle pas, on ne travaille pas ensemble, ça ne marchera pas. Ça va aller dans le mur direct. Donc ça, c'est le premier des défis que je pose et qui est, comme vous le voyez, qui nous concerne tous en fait. Ce n'est pas un défi africain, c'est un défi qui nous concerne tous. Le deuxième défi que je vois, évidemment, c'est qui est aussi au cœur des préoccupations de chacun aujourd'hui. On en a parlé et c'est très présent dans le Déméter de cette année, c'est l'environnement. À 2,5 milliards, vous vous doutez bien que si on se met à consommer en Afrique comme on consomme ici, on est tous morts. Enfin, je ne vois absolument pas comment ça peut fonctionner, des véhicules excusez-moi, individuels, etc. Enfin, ça ne fonctionnera pas. Ce sera comme la Chine. Vous aurez un nuage comme ça, là, et voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc, le défi environnemental africain est un défi environnemental mondial, et plus particulièrement européen aussi, parce qu'on est encore une fois sur la même verticale. Le troisième défi que je vois, c'est qui est plus protéiforme et qui embrasse beaucoup plus de choses, c'est la question des infrastructures. Les infrastructures, pourquoi? Parce que là, on va parler de services publics, on va parler de gouvernance, on va parler de tout ce que l'État doit mettre en place pour que ça fonctionne. Alors, pourquoi je m'arrête sur cette question-là? Parce qu'on a parlé de l'alimentation. Et la question qui va se poser assez vite sur le continent africain, c'est comment on alimente ces villes. Les villes africaines, si vous allez à Lagos, si vous allez au Caire, vous êtes sur des 20 millions, des 30 millions, voire même dans quelques années encore plus, de mégalopoles où il va falloir nourrir les gens qui sont dans ces villes-là. Alors, vous pourrez avoir tous les champs que vous voulez, mais si vous n'avez pas des routes pour acheminer, si vous n'avez pas les infrastructures pour faire en sorte que dans ces centres, les gens puissent avoir accès au fait de manger, ça va être tout simplement, ces villes-là, ça va être l'enfer. C'est à Dante, quoi. C'est le truc, ce n'est pas vivable. Donc, ce qui n'est pas vivable va entraîner aussi mécaniquement des envies d'ailleurs. Donc, on revient toujours sur la même boucle. Donc, c'est des opportunités énormes parce que tous ces problèmes, quand on travaille notamment dans le secteur des startups, c'est des défis qu'on résout, c'est des défis sur lesquels vous trouvez du financement, et ça crée de la croissance, et ça crée de l'emploi, etc. Donc, on peut le voir d'une manière très positive, ou alors on peut le voir d'une manière plus noire, plus contrastée, etc. Donc, c'est la collaboration, elle est essentielle, et ces défis ne sont pas des défis africains, ce sont des défis eurafricains, complètement. Et tous ceux qui pensent que c'est des défis qui ne nous concernent pas, puis c'est loin, etc., alors là, non, ça ne fonctionne pas. Il suffit d'y réfléchir un tout petit peu pour se rendre compte que ça ne fonctionnera pas. Donc là-dessus, il y a des choses qui sont faites. Alors ça explose de partout, dans l'EdTech, pour l'éducation. Donc éduquer, c'est de l'employabilité, évidemment. Sur l'environnement, vous avez beaucoup d'efforts qui sont faits sur la clean tech. Alors, il faut savoir que notamment, alors une petite précision, beaucoup de financements de start-up aujourd'hui en Afrique sont initiés par la Banque mondiale, par l'Union européenne, etc., etc. Donc, ont des exigences, notamment dans les financements, de tout ce qui est respect des objectifs de développement durable. Donc, évidemment, ça donne une couleur aux startups africaines qui fait que les gens se soucient de se dire, bon, voilà, est-ce que ce que je fais est durable? Est-ce que ça fonctionne? Parce que si ça ne fonctionne pas et si je ne suis pas capable de l'expliquer, mon financement, je ne l'ai pas en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, on a des choses qui se mettent en place, ça avance bien, ça avance vite. Il y a du chemin, hein, mais ça avance plutôt vite. Et sur la question des infrastructures, même chose. Il y a des innovations qui sont mises en place, il y a de l'e-commerce, il y a de la logistique, c'est de plus en plus efficace. Donc, tout ça se met en place pour
au final, créer un environnement qui, je l'espère, va répondre à tous ces défis. Merci, merci Amine. Et vous finissez par mentionner la question du e-commerce. Hein, je vous l'ai dit, hein, on a un chapitre dans le Déméter qui traite de cet enjeu de l'e-commerce alimentaire, écrit par Alexandre Boudet, hein, qui dresse aussi un panorama assez riche et détaillé. Alors, emploi, environnement, infrastructure. Quand on parle emploi, on pense aussi à l'importance des emplois en zone rurale. Pardon, je fais une petite digression, mais pour vraiment aussi aller dans le sens de ce que vous dites, la question de l'emploi dans le monde rural, c'est un élément qui est particulièrement important, notamment l'emploi féminin, puisque l'Afrique ou les Afriques seront demain, à l'horizon 2030 ou 2050, le seul continent où on aura toujours un peu plus, en tout cas l'Afrique subsaharienne, un peu plus de ruraux que d'urbains. Et à ces gens, bien entendu, il faut leur offrir l'accès à des emplois stables et décents. Et je pense que la question de l'agriculture, de l'alimentation et plus généralement de l'agroalimentaire ou de la mise en, disons, de la bioéconomie sont des éléments qui sont très importants. Sur la tech, et peut-être on pourra revenir là-dessus, il faut aussi ne pas penser les Afriques comme un tout homogène. Hein. Vous avez quelques pays qui sont bien au-dessus du lot, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud. Donc, ça crée aussi des enjeux stratégiques assez complexes. Peut-être on pourra revenir là-dessus. Mais je voudrais qu'on termine ce tour de table avant de donner la parole à Anne-Cécile Suzanne, non, pardon, avant de partir en Asie plutôt, par une question, essayant de recentrer un peu sur les questions alimentaires et agricoles. Je devrais compter le nombre de fois où je vais dire nouvelles frontières ce soir, mais en Afrique ou dans les Afriques, quelles sont un peu ces nouvelles frontières que vous identifiez sur les questions agricoles et alimentaires? Quelles sont les émergences, les innovations ou les choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément dans notre radar? Alors, il y en a deux. D'abord, il y a les révolutions agricoles. On en parle dans cet ouvrage, vous pourrez le lire. Révolution sur la productivité, sur l'écologie et sur la technologie. Alors, ce qui est intéressant en Afrique, c'est que la révolution verte, on commence à la penser, nous, avec de l'intelligence artificielle, des drones, ça, c'est-à-dire qu'on se parle avec ça, on a on met en place cette agriculture de plus en plus en intégrant la technologie nativement. Donc, évidemment, les gains de productivité peuvent être tout à fait considérables. Alors ça, c'est une première chose. Alors, pour aller un peu vite sur le deuxième point, une des nouvelles frontières, et là, je suis en plein dedans actuellement, c'est le projet The Colors. Et The Colors, là, on est dans un aspect très pratique. The Colors, en fait, on travaille, nous, sur la parfumerie et la cosmétique. Et donc, on travaille notamment sur l'idée que la parfumerie et la cosmétique naturelle sont un débouché pour l'agriculture africaine. Et là, je vous parle de ylang-ylang, de tchébé ou tchad, de toutes ces plantes, de la vanille qui rentrent dans la cosmétique. Et il y a encore, on n'a même pas scratché la surface de tout ce qui est possible. Dans des régions comme le Cameroun, etc., vous avez évidemment un potentiel très important. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bon, effectivement, c'est une niche. Nous, c'est une niche que l'on travaille. C'est une niche qui nous intéresse parce que en entrepreneuriat féminin, évidemment, on a beaucoup plus d'entrepreneuses dans ce cadre-là que dans des secteurs comme la fintech, etc., etc. Voilà, un petit peu plus. Et donc, voilà, c'est une frontière qu'on explore de notre côté. On a fait un événement le 28 janvier, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en fait, où le thème central était justement cette connexion entre l'agriculture et les secteurs de la parfumerie et de la cosmétique. Parce qu'en gros, pour finir, ce que vous ne pouvez pas vous mettre sur la peau, il ne faut surtout pas le manger en fait. Voilà. C'est aussi une bonne approche sur la question des filières et la création de valeur sur les territoires, y compris sur les territoires africains. Alors, je suis allé un petit peu vite en besogne parce que j'ai oublié une étape de notre tour du monde ce soir. On va partir en Asie. Donc dans le Déméter 2022, avec Jean-Yves Chaud, on a commis un chapitre sur Singapour, hein, sur ces pays d'avenir, ce petit point sur la carte qui innove et qui a une ambition assez folle sur le plan alimentaire, hein, de passer à 30% d'autosuffisance alimentaire, alors qu'aujourd'hui, ils sont à peine à 10%, et tout ça d'ici 2030. Donc, Jean-Yves est à Singapour. À Singapour, il est pas loin de 2 heures du matin, ou 3 heures même. Donc, Jean-Yves a eu la gentillesse de nous enregistrer un petit message qu'on va vous livrer maintenant en vidéo.
Bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous ce soir pour présenter ma vue sur l'Asie. Et je suis ravi d'avoir participé au Déméter 2022 sur Singapour et sa stratégie alimentaire. Pour moi, se nourrir est une question de choix. Des choix primaires, de goût, de budget, de logistique, mais de plus en plus un choix de conviction, écologique, sociétal, et qui peut beaucoup diviser. Mais plus important encore, le choix alimentaire est un choix géopolitique et de souveraineté. Et l'Asie n'échappe pas à ces choix. Et quand on regarde l'Asie de manière générale, il se fasse sur des projets encore plus intéressants, puisqu'un pays ou ce continent qui grandit dans sa population va faire plus de choix, aura beaucoup plus de choix à faire, effectivement. Avec une population de classe moyenne de 2 milliards d'habitants, aujourd'hui, nous allons passer à 3,5 milliards d'ici 10 ans. Et on voit déjà des choix qui se font. Le choix du digital, par exemple, le choix de la convenience, mais aussi des choix de la diversité et de l'exotisme. Mais cet exotisme n'est pas forcément d'Europe ou des États-Unis, mais de ces pays limitrophes. Par exemple, pour la Thaïlande, un dîner exotique peut très bien être un bibimbap de la Corée ou un banh mi du Vietnam. Mais un des choix que l'Asie aura à faire, c'est faire face à la vieillesse grandissante de sa population. D'ici 20 ans, des pays comme la Corée, la Chine, et bien sûr le Japon, mais aussi Singapour et la Thaïlande, aura à peu près 25% de sa population qui aura plus de 65 ans. Et il y aura des non-choix à faire pour des raisons de santé. Consacre sur la Chine. La Chine a fait des choix depuis très longtemps, surtout sur le plan géopolitique. Avec seulement 7% de terres arables, ils ont fait le choix très rapidement de se concentrer sur le maïs, allant jusqu'à importer 100 millions de tonnes de soja aujourd'hui. Mais récemment, le mois dernier, la Chine a fait 2 annonces qui peuvent bouleverser la donne. 2 choix stratégiques. Le premier, l'autorisation et l'implémentation des OGM pour le maïs et le soja, qui peut réduire de manière significative l'importation des denrées. Et deuxièmement, le choix de se développer sur la culture de protéines alternatives et non seulement la viande cultivée. Cela peut aussi révolutionner notre industrie. Et quand on regarde un pays aussi petit que Singapour, Singapour a fait des choix, et des choix visionnaires, et même des choix qu'on peut paraître risqués. Aujourd'hui, Singapour, ce tout petit point rouge dans l'Asie, avec seulement 1% de terres arables, veut parvenir à subvenir à 30% de ses besoins alimentaires d'ici 2030. Aujourd'hui, avec 10%, ça revient à tripler sa production. Et ces choix vont se faire axés sur la culture verticale pour les fruits et légumes et le développement de protéines alternatives. Et on le voit déjà, le pays a déjà choisi d'autoriser la culture en laboratoire de manière commerciale. Et je reviens à la France. Quel choix faisons-nous? Quel choix l'Europe va faire? Et spécialement, je parle de la culture en protéines animales, qui pour moi, en fait, se résume à de la cuisine moléculaire et la biotechnologie. 2 savoir-faire que la France maîtrise très bien et qui peuvent exporter. Donc j'espère que la France et l'Europe pourront faire des choix pour son futur. Merci bien. Merci à Jean-Yves qui peut-être nous suit même tardivement à distance depuis Singapour. Je pense que les éléments qu'il a partagés vont susciter le débat et la controverse. Hein, je vous rappelle que si vous nous suivez en visio, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions et vos remarques. Donc vous l'avez vu, on a à peu près réussi à couvrir la quasi-totalité du système alimentaire. On est allé voir sur le plan de la nutrition, sur le plan de la cuisine et de la gastronomie. On est allé voir aussi
aussi sur celles et ceux qui participent avec l'innovation, l'investissement et la technologie à sécuriser ou en tout cas à produire. Et puis, il nous semblait forcément impossible de ne pas finir ce tour de table par donner donner une voix à celles et ceux qui produisent. Donc là, en l'occurrence, à celle qui produit depuis son exploitation agricole. Donc, on est très heureux d'accueillir Anne-Cécile, Suzanne ce soir pour finir ce tour de table avant de pouvoir échanger et de poser vos questions et écouter vos remarques. Anne-Cécile, Suzanne, vous êtes agricultrice dans l'Orne. Agricultrice, vous avez un élevage de bovins, vous nous en parlerez. Vous êtes aussi en production végétale sur du blé, du maïs, de l'orge, du colza, etc. Vous pourrez nous donner quelques informations par rapport à ça. Je voudrais juste insister sur un élément important. En plus d'être très actif sur les réseaux sociaux, vous avez un parcours assez incroyable qui vous a aussi conduit à explorer d'autres enceintes, d'autres environnements, d'autres mondes professionnels, le conseil, la politique aussi, et vous nous en parlerez peut-être aussi ce soir. Puis comme je le disais, les réseaux sociaux, puisque vous faites partie de cette communauté d'agri-tweetos qui est présente sur la toile et qui participe à raconter le métier. Vous êtes particulièrement suivi avec vos collègues. On a beaucoup de plaisir à vous écouter, ou vous voir ou vous lire sur Twitter. Vous êtes aussi active sur le plan de la communauté qui se raconte, la communauté agricole qui se raconte. Hein. Je signale une récente tribune dans le Figaro début janvier où vous décriviez avec non sans passion, hein, avec beaucoup même de passion, le quotidien de votre métier d'éleveuse. Et dans cette tribune, quand on l'a lu, vous déclarez que ce sont nos assiettes qui se fragilisent à mesure que les vaches françaises disparaissent, que les vergers quittent la France, que le blé français perd en compétitivité. Donc pour nous, c'était important de finir ce tour de table, cette discussion collective en donnant la parole à une productrice, à une agricultrice, hein, qui participe à la sécurité alimentaire de chacun d'entre nous, puisque, je le répète, hein, il n'y a pas d'alimentation sans agriculture productive et durable partout sur la planète. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous partager un petit peu vos impressions, vos interrogations, vos remarques après tout ce qui s'est déjà dit ce soir, et peut-être que vous reveniez aussi sur votre vision de l'avenir de l'agriculture française et européenne, puisqu'on est inscrit dans un contexte européen qui est très important. Alors, merci et bonsoir à tous. Je pense que à ce stade de cette table ronde, c'est important de faire une synthèse de ce qu'est l'agriculture durable, parce que vous en parlez, Mathieu. L'agriculture durable, c'est avant tout une agriculture qui remplit sa fonction nourricière. Une nourriture qui est accessible à tous et qui préserve la santé de chacun. C'est aussi une agriculture qui rémunère ses producteurs, parce que s'il n'y a pas d'agriculteurs rémunérés et aussi d'acteurs industriels rémunérés, finalement, l'agriculture, elle ne tiendra pas longtemps et notre alimentation en sera fragilisée. Et puis, l'agriculture durable, c'est aussi une agriculture qui préserve l'environnement, parce qu'en tant qu'agriculteur, on travaille avec la terre, on travaille avec la biodiversité, et s'il n'y a plus d'abeilles, s'il n'y a plus de terre qui soit fertile, il n'y a plus d'agriculture non plus. Donc, c'est vraiment essentiel. Et en tant qu'agriculteur, on est extrêmement familier avec le fait de travailler sur ces trois piliers-là. S'il y a un pilier qui s'effondre, le reste s'effondre avec. Et ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui essentiel de le souligner. Alors, les agriculteurs, du coup, ils sont en constant mouvement parce que les enjeux environnementaux n'arrêtent pas de changer. On le voit en particulier avec la question du climat, mais aussi de la biodiversité qui est extrêmement essentielle. Les marchés n'arrêtent pas de changer aussi. Donc, la question de la rémunération est en constante questionnement. Et la fonction nourricière aussi change tout le temps parce que les consommateurs veulent tout le temps une alimentation un petit peu différente, change d'avis, etc. Donc, il faut arriver à suivre. Et le grand enjeu aujourd'hui en tant qu'agriculteur, c'est d'arriver à suivre ça justement et de toujours marcher sur ces trois pieds-là. Alors, le fait de nourrir les gens, finalement, c'est assez intuitif pour un agriculteur parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est d'abord des entrepreneurs et que produire, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on a envie de faire. Donc, nourrir les gens, OK. Après, préserver l'environnement. Alors, préserver l'environnement, c'est comme je dis, absolument essentiel. Aujourd'hui, la chimie en particulier, alors on pourrait y revenir, hein, je passe assez vite sur ces sujets-là, mais la chimie suscite beaucoup d'inquiétudes de la part des gens, des pouvoirs publics.
Et du coup, a tendance à ne plus être en vogue. Alors, il faut savoir que l'agriculture biologique utilise la chimie. La chimie fait partie de l'activité de production intrinsèquement. Après, elle suscite un petit peu la grogne. Et c'est vrai qu'on sent aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, et c'est quand même marquant, un mouvement vers d'autres formes d'innovation pour préserver l'environnement, notamment la génétique, notamment aussi les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Et en tant qu'agriculteur, on est prêt à y aller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça avance, il y a des recherches qui sont faites. Et on pourra en particulier substituer un peu de chimie par ces nouvelles technologies-là. Donc, il y a de l'avenir, il y a beaucoup d'innovations sur le sujet. Ça peut marcher. Il y a un deuxième sujet aussi sur l'environnement. On en parle trop peu quand on parle d'agriculture. C'est industrialisation. On en parlait pour l'Afrique. Tout ce qui est infrastructure, industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'on mange rarement des graines de colza. On mange plutôt de l'huile de colza. On mange rarement des grains de blé. On mange de la farine. Et on mange de plus en plus de steak haché aussi. Donc, l'industrie de transformation alimentaire, c'est essentiel. Et aujourd'hui, la réindustrialisation des territoires ruraux pour recréer de la production alimentaire consommable sur le territoire français et sur les territoires eux-mêmes, c'est une vraie question d'avenir. Parce que ça va aussi fournir des acteurs industriels à taille à peu près humaine, entre guillemets, pour travailler avec les agriculteurs sur les territoires. Donc ça va aussi améliorer la question de la rémunération au-delà de la question environnementale. Alors, la question de la rémunération, justement, c'est un vrai sujet. Alors, c'est extrêmement complexe. On le voit avec Egalim notamment. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails des détails, sauf si après vous m'y invitez. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que les Français sont prêts à payer le prix pour leur alimentation, c'est-à-dire se nourrir avec des aliments qui vont protéger leur santé et puis aussi se nourrir d'une nourriture plaisir. Alors parfois, le budget est conséquent, si on parle de fraises en hiver parfois ou de caviar ou autre, mais aussi parfois, c'est juste une pizza et on a le droit de se faire plaisir dans la vie, on a le droit de manger aussi du foie gras. Enfin, la dimension plaisir est essentielle. Et ça, on ne voit pas de difficulté particulière, surtout qu'en plus, il y a la PAC qui vient aider les revenus des agriculteurs pour produire. Donc là-dessus, encore une fois, le débat peut être levé sans doute assez rapidement. En revanche, il y a une vraie question, je pense, pour l'agriculture de demain, c'est qui paye pour le service environnemental? Parce que si aujourd'hui et demain, on exige de notre agriculture qu'elle fasse plus pour l'environnement, ça va avoir un coût indéniable. Et aujourd'hui, on critique beaucoup le fait que les agriculteurs soient les variables d'ajustement dans les négociations commerciales avec les industriels ou la grande distribution, mais on ne critique pas assez le fait que les agriculteurs sont aussi la variable d'ajustement des décisions politiques et des politiques publiques en matière environnementale. Et la question du qui paye va donc être essentielle parce que les agriculteurs aujourd'hui peuvent rarement payer pour le service environnemental qu'on leur demande. Le consommateur peut le faire, mais souvent, c'est 10% des consommateurs qui peuvent le faire. Rares sont ceux qui sont capables d'avoir une consommation vraiment engagée, qui ont le pouvoir d'achat pour le faire, et qui vont payer pour le service environnemental. Donc, cette question-là, demain, aujourd'hui et demain, elle va être, je pense, centrale pour trouver les solutions. Il y a une deuxième chose sur laquelle je veux insister, qui a peu été abordée dans ce débat-là, mais qui pourtant est essentielle, c'est la question en fait, du fait qu'il n'y a pas de solution unique. Donc, ça va être, on le voit par la taille de cet ouvrage, il y a plein de solutions pour l'agriculture et l'alimentation de demain. Et ce serait une erreur que de croire le contraire. Donc, je vous prends un exemple là-dessus, parce qu'il est un peu caricatural, on va beaucoup critiquer l'élevage, notamment bovin, pour ses émissions de méthane, qui a un fort pouvoir réchauffant pour le climat. C'est vrai, il y a les émissions de méthane. Il y a aussi une mission fondamentale de l'élevage, notamment bovin allaitant, qui est au travers du pâturage, de la préservation des prairies, notamment, prairies qui vont elles-mêmes capter du carbone et puis qui, en plus, vont protéger la biodiversité. Aujourd'hui, la disparition des prairies par la disparition des éleveurs, c'est une catastrophe environnementale. Et on le voit au quotidien dans les territoires français. C'est une catastrophe aussi en montagne. Et là, je vais juste casser aussi un petit préjugé rapidement, qui est que dans les estives, aujourd'hui, l'élevage a tendance à disparaître. Ça suppose une fermeture des espaces. L'élevage recule, les broussis, les bosquiers, les ronciers prennent de l'espace. Si on les laissait faire, ils prendraient feu. Et du coup, les espaces s'ouvriraient de nouveau, ce qui permettrait à la lumière de toujours accéder aux estives et donc à la biodiversité de s'y développer, notamment végétale. On ne le laisse pas faire, et bien, c'est normal parce que ça pose des questions de sécurité. La forêt prend de l'ampleur et du coup, la lumière ne parvient plus jusqu'aux estives et la biodiversité meurt. Donc, quand on prend par un bout un petit peu les sujets agricoles, on peut très rapidement avoir des effets en cascade très négatifs. Donc,
il faut bien prendre en compte la diversité du territoire français et la diversité de l'agriculture qui va avec. Et quand on fait ça, on arrive à construire des solutions souvent territoriales, mais extrêmement durables. Merci beaucoup. Merci, merci Anne-Cécile, Suzanne. Merci à tous déjà pour ce premier tour de table et pour vos exposés et vos partages. Je vous propose que maintenant, j'ai déjà beaucoup de questions qui me sont arrivées sur le chat, mais si des questions dans la salle, vous en avez, je vous invite à les poser de manière assez brève pour que je suis entouré de 2 personnes de chaque côté, donc pour qu'on puisse avoir le temps de bien échanger et discuter. Et aussi, si vous le pouvez, hein, vous présenter même rapidement pour qu'on puisse savoir d'où est-ce que vous venez. Est-ce que d'ores et déjà, certains d'entre vous ont des questions, des remarques? J'en ai une juste devant, ici. Bonjour, Bertrand de Gardel. Moi, je suis enseignant et en même temps manager de transition. Je suis intervenu dans des coopératives et une appétence pour le monde de la fourche à la fourchette. Une question pour vous concernant, est-ce que vous n'avez pas l'opposition ou vous opposez pas entre la gastronomie qui est plutôt pour moi pour réserver entre guillemets à des gens d'élite et l'alimentation qui est l'alimentation survie ou nécessité, et comment vous voyez la chose? Alors, non, cher monsieur, parce que comme beaucoup de gens, souvent, les gens confondent gastronomie et gastronomique. Et la gastronomie du quotidien, ça passe par notre alimentation. En anglais, ils ont des mots différents pour ça. On ne l'a pas en français. Mais bien manger, pour revenir au mot du bien manger, ce n'est pas juste manger des produits de luxe ou des très beaux produits. Bien manger, c'est bien s'alimenter, une fois de plus, avec cette adéquation. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma santé, celle de l'autre, et pour l'environnement? Et bien manger, ça passe, on le sait aujourd'hui, en effet, comme vous l'avez dit, par des choix. Est-ce que je fais un choix d'un produit de saison? Est-ce que c'est un produit local ou pas? En effet, bien évidemment, le but n'est pas de se dire, de mettre de dogmes, mais d'opposer les uns aux autres, mais tout simplement de ramener un petit peu de bon sens. Et si chacun, on fait déjà cette petite réflexion au quotidien, on ne vous empêche pas de manger du chocolat ou de boire du café. On n'en produit pas en Île-de-France, mauvaise nouvelle. Donc voilà, le but c'est ça. Le circuit court dont on parle pour une juste rémunération des producteurs et des agriculteurs, le circuit court, ça ne veut pas dire à 3 km de chez moi, ça veut dire un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et le transformateur. Donc c'est juste ça, c'est juste. Et quand on défend la gastronomie, on défend en fait ce modèle alimentaire français pour aller tout simplement vers quelque chose de bon sens. Et on le voit, en effet, ça passe, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, par l'éducation et peut-être aussi par cette médiatisation. On n'aurait jamais créé même ce tour de table il y a 30 ans en arrière. C'était un sujet qui n'existait pas, on n'en parlait pas. On n'aurait jamais pu mettre sur la table un sujet alimentation. On le voit, vous avez parlé rapidement des cantines de collectivité, de la restauration collective, bien évidemment. Moi, je me présente souvent comme chef de collectivité, 25 ans à l'Élysée, 95 000 couverts par an, je vous laisse faire le calcul. Je suis un chef de collectivité parce que j'avais les mêmes problématiques que mes copains en collectivité. Peut-être pas le même budget, en effet, on peut en parler, mais c'était quand même un sujet. C'était quand même un sujet. Et ensuite, rapidement aussi, vous dire que tout simplement, faire un plat gastronomique pour le coup, avec des légumes, vous avez parlé du mot flexitarisme, avec peut-être moins de protéines animales, c'était inenvisageable il y a 30 ans dans un grand restaurant. Aujourd'hui, ça l'est, donc c'est bien que les choses ont changé. Et ces chefs ou cet environnement gastronomique, ils doivent être les porte-drapeaux de notre alimentation et de nos producteurs, bien évidemment. Maintenant, oui, bien sûr, on ne mangera pas 3 étoiles partout, tout le temps. D'ailleurs, ce n'est pas le but. Mais le but d'avoir une meilleure alimentation, une meilleure gastronomie, et c'est ce que défend la gastronomie française, c'est tout simplement une meilleure alimentation pour tous et partout. Le temps que le micro aille jusqu'à Eugénia, je vous livre une autre question qui nous vient du chat et qui en fait est un parfait rebondissement à ce que vous avez dit sur la question du bon sens alimentaire, c'est celle du bon sens paysan. Donc ça, je pense qu'elle sera plutôt pour vous, Anne-Cécile, Suzanne. Et puis, oui, au fond, chez Eugénia.
Et peut-être, Nathalie, vous pourrez aussi réagir à cette question du bon sens alimentaire. S'il n'y a pas un seul modèle agricole, il n'y a pas non plus un seul modèle alimentaire. Dans le chat, on nous parle notamment du régime méditerranéen ou même de ces régimes adaptés. Une personne dans le chat parle des travaux de la Fondation Barilla sur les pyramides inversées. On en parle dans le Déméter justement. Donc, bon sens alimentaire, bon sens paysan. Et Jean-Jacques, je vous laisse virer votre question en même temps. Je veux juste dire bon sens, j'aime pas trop cette expression pour mettre un petit peu, parce que je pense que le bon sens, on a chacun une façon, une vision peut-être différente. Moi, je prône plutôt sur, je prône plutôt pour un sens appuyé d'évidence scientifique. C'est-à-dire que le bon sens, de temps en temps, il nous fait faire des erreurs. Donc, je pense qu'il faudrait avoir une connaissance plus appuyée. Donc, je reviens sur cette histoire d'éducation, parce que le bon sens, moi, je n'ai probablement pas le même bon sens que Guillaume, et qu'on a besoin d'un certain nombre de connaissances pour faire des choix. Donc, le bon sens paysan, déjà, j'aime pas trop, mais bon sens tout court non plus. Oui, alors je voudrais embrayer, poser ma question, mais avant, je vais faire un petit commentaire sur une personnalité qu'on oublie trop souvent, à mon avis, qui s'appelle Jacques Puiset, qui a été, que j'ai eu la chance de connaître et qui était mon voisin avec Jean-Jacques Martin, promoteur de la gastronomie populaire et créateur de la Semaine du goût. Et je me rappelle de ma première rencontre avec Jacques Puiset. Il était alors pas aussi connu qu'il l'a été avant de disparaître, mais il allait dans les écoles. Et il a fait dans les écoles des courses d'éducation alimentaire absolument fantastiques. Et je souhaiterais qu'on puisse refaire des choses pareilles avec Jacques Puiset. Ça, c'est un commentaire. Et peut-être, Monsieur Gomez, vous pourriez commenter ce commentaire. Voilà. Et puis, ma question, elle se tourne à la fois vers Nathalie et vers Anne-Cécile. La liaison que vous évoquez, protéines animales et protéines végétales, elle est liée à la présence d'élevage dans les zones de culture. C'est extrêmement difficile aujourd'hui, vous l'avez dit, de recoupler la production végétale et la production animale, le recoupler sur le territoire. La Beauce était d'abord un pays de moutons avant d'être un pays de blé. Et partout sur le territoire, pour des raisons de logistique en particulier, on avait ce couplage. Aujourd'hui, on ne l'a pas et on ne sait pas comment le rétablir et on ne sait pas comment prendre en compte l'évolution du cours mondial probable du carbone pour s'en servir comme outil de recouplage. Voilà ma question. Est-ce que vous avez là-dessus quelques idées, les uns ou les autres? Merci. Merci, Jean-Jacques. Bon, alors, pour essayer de faire preuve de bon sens paysan, je pense qu'on arrivera à ce type de modèle lorsqu'on le rendra rentable, tout simplement. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils se posent la question de la rentabilité. Si l'élevage n'est pas rentable, ils arrêtent. Globalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je suis en polyculture élevage, donc j'utilise le fumier de mes animaux pour amender mes cultures. J'utilise du coup moins d'engrais chimiques de ce fait-là. Mes vaches, elles bénéficient de la nourriture produite sur l'exploitation. Donc, tout ça, pour moi, est très, très vertueux. Mais aujourd'hui, ce modèle-là, effectivement, il est très, très fragilisé de par son manque de rentabilité. Donc, si on veut vraiment l'encourager, c'est sans doute vertueux d'un point de vue environnemental, eh bien, il faut se donner les moyens, encore une fois. Et se pose très rapidement la question du qui paye pour ces services environnementaux-là. Alors, il y a le sujet du carbone. Et vraiment, moi, je tiens à ce qu'on lie le sujet de la biodiversité. Les crédits carbone, il y a des marchés qui se structurent. Je suis assez optimiste sur le fait qu'ils vont continuer à se structurer, à être encouragés. Il va falloir le faire et aussi en structurer pour la biodiversité. Sinon, elle va beaucoup pâtir d'une approche un peu trop focalisée sur le carbone et pas assez sur la biodiversité. Alors, pour compléter, le bon sens, ouais, ça va être le mot de la soirée, mais tu as dit, pour que ce soit finalement durable, il faut que ce soit rentable, et donc il faut que le consommateur en accepte aussi de payer le prix. Et pour ça, il faut l'éduquer, pour montrer que le flexitarisme, c'est essentiel. C'est essentiel à notre santé. Et je n'avais pas reprécisé tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait une des cibles qui était importante, c'était les bébés, les 1000 premiers jours, mais les seniors. Et notamment, on voit que la progression de certaines maladies neurodégénératives pourrait être directement liée à certaines carences. Alors moi, j'ai été chef de produit il y a très longtemps sur le lait de croissance. Et un des enjeux était la fourniture d'acides gras essentiels pour le cerveau des bébés. Les 1000 premiers jours sont essentiels. On voit bien que
il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et que le régime qui convient probablement à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est le plus varié possible avec à la fois des protéines animales et des protéines végétales. Donc, je pense que vraiment, c'est essentiel. Et donc, on reboucle. Si on éduque, si on montre que c'est essentiel, on acceptera de payer le prix pour avoir de la qualité et cette diversité animale-végétale. Alors, quand on a souvent, beaucoup d'ailleurs dans la jeune génération, une progression plus importante de jeunes qui sont un peu effrayés effectivement par ce côté élevage, abattage, etc. Et je pense que c'est essentiel de leur rappeler que, par exemple, le lait ne tue pas la vache, l'œuf ne tue pas la poule. Ça leur permet de rentrer un petit peu sur ces sujets-là. Et puis ensuite, dans l'éducation, ils vont apprendre au fur et à mesure. Effectivement, on n'est pas là tous à se dire qu'il faut prendre une côte de bœuf et la manger crue avec l'os, quoi. En plus. Oui, bien sûr. De toute façon, on a le temps, on passe toute la soirée ensemble. Je ne vais pas rebondir sur les protéines alternatives. Je n'appelle pas ça comme ça, mais bon, je ne vais pas vous dire comment j'appelle ça. Du coup, je ne vais pas rebondir là-dessus. Donc, on en reparlera avec grand plaisir. Je vous invite à aller voir la pétition qu'on a lancée à l'échelle européenne, justement, pour ça. Juste vous expliquer rapidement que protéines alternatives, enfin, renseignez-vous quand même sur ce que vous mangez. Et quand on nous met ça pour un pas en avant en termes d'écologie, c'est totalement faux quand on sait ce que ça consomme en énergie et en eau. J'en parle pas plus. La semaine du goût, pour répondre, cher monsieur, par rapport au travail immense qui a été fait par l'ami Jacques Puiset, c'est quelque chose que j'ai participé depuis de nombreuses années aux semaines du goût. C'est quelque chose que beaucoup de professionnels font sur leur temps libre. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait des semaines du goût. Il faut avoir l'humilité de regarder ça en face. Ça ne marche pas. Ça marche. Les chefs sont très contents d'aller voir les enfants, de faire goûter du chocolat, du sucré, de la mer, on dessine des langues. C'est formidable. Les maîtresses sont heureuses. Mais vous l'avez dit, on a de plus en plus d'obésité dans le monde. Donc, force est de constater que ça ne fonctionne pas. À quel moment un homme, puisque je pense que c'est un homme et pas une femme, a décidé un jour qu'à la cantine, on mangerait la même chose à Strasbourg, à Paris ou à Lille ou à Marseille, à savoir la même chose qu'à Washington, des nuggets frites, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut constater que l'alimentation, notamment à l'école, depuis 30 ans, et une fois de plus, on ne met pas tout le monde dans le même panier, puisqu'il y a des chefs de collectivités et de restauration d'entreprises qui font un travail exceptionnel pour aller vers ce que moi j'appelle du bon sens, mais on peut travailler là-dessus, mais pour aller vers quelque chose qui soit plus en adéquation avec le modèle alimentaire qu'ils veulent défendre et que voulait défendre Jacques Puiset et ces semaines du goût, en effet, où on a voulu éduquer les gens. C'est pour ça que ça ne passera pas par de la bonne volonté, mais il faudra obligatoirement passer par un cours obligatoire de notions d'alimentation. Et quand on parle d'alimentation, on ne parle pas juste faire des gâteaux à l'école, parce qu'une fois de plus, on ne veut pas en faire des chefs cuisiniers ou pâtissiers, on veut en faire des meilleurs consommateurs. Donc ça passera par de la nutrition, ça passera par de l'alimentation santé, ça passera tout simplement par de l'éveil au bon sens, une fois de plus, pardon, je vais le dire beaucoup, mais parce que quand on parle d'une tomate, on peut parler de plein de choses. On peut parler des couleurs, on peut parler mathématiques, on peut parler d'où ça vient, on peut parler histoire, on peut ramener ça à Christophe Colomb. Donc vous voyez, à partir de la tomate, on peut vraiment parler de beaucoup de choses. Et ensuite, vous avez posé une question, qui paye la mauvaise alimentation? Je vais vous le dire, c'est vous, c'est moi, c'est nous, puisque je ne sais pas si vous le savez, vous avez parlé tout à l'heure, je parle vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, de l'Open Agri-Food. Les chiffres de l'Open Agri-Food, aujourd'hui, la mauvaise alimentation, en 2020, ça coûte 90 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Non, pardon, 40 milliards d'euros par an à la sécurité sociale, sur les derniers chiffres, et ce sera 90 en 2030. Donc, si on ne fait rien, on sait que ça nous coûte extrêmement cher, vous l'avez dit, ce sont des problèmes de santé récurrents qui sont issus de notre mauvaise alimentation. Donc, quand on doit justement échanger sur ces semaines du goût, sur une éducation à l'alimentation en disant oui, mais comment est-ce qu'on peut la financer? Et tout simplement voilà, en faisant de la prévention plutôt que d'essayer de boucher les trous. Et juste pour parler, vous avez parlé du mot flexitarisme, parce que je pense que ça fait aussi partie du débat et de la réflexion. Il faut savoir que ce mot flexitarisme, peu de gens le savent, il a été inventé par les bouchers. Et croyez-moi, pour faire dire à un boucher, il y a 25 ans qu'il fallait manger moins de viande, on en venait aux mains. Je me souviens, il y a 20 ans, au salon de l'agriculture, c'était compliqué. Voilà. Et ils se sont rendus compte, parce que l'école de la boucherie était vide et parce que la filière était en train de s'écrouler, ils ont eu l'humilité et l'intelligence de se dire, on doit changer ça.
Et c'est nous les responsables, ce n'est pas juste les gens qui ne mangent pas de viande, ce n'est pas juste les gens qui nous disent on ne veut pas en effet qu'il y ait des veaux qui soient battus. C'est tout simplement qu'on a mal fait notre métier à un moment donné, on l'a mal expliqué et on est allé faire du n'importe quoi. Et c'est eux qui ont inventé le flexitarisme. Et moi, je salue toujours le travail de la filière boucherie là-dessus parce que aujourd'hui, c'est un métier qui plaît. L'école de la boucherie est pleine et les gens retournent chez leur boucher à partir du moment où il y a un travail, un savoir-faire et du conseil. Donc voilà, juste par rapport au flexitarisme. Et je pense que c'est la solution pour beaucoup de filières. C'est tout simplement de se dire, c'est bien beau de penser que tout le monde a la solution magique, mais peut-être de se dire comment est-ce qu'on peut changer, nous aussi, en interne, les choses. Merci beaucoup. Je vais donner tout de suite Pour finir sur la semaine du goût, en fait, le problème est la semaine du goût. Le problème est la semaine du goût. Mais voilà, parce que c'était la récréation, c'était on va dire de l'amusement. Or non, ça doit faire partie, et c'est effectivement aussi le travail d'Open Agri-Food, d'un programme qui se suit sur toutes les années, qui commence à la maternelle, qui continue même jusqu'à… On n'a pas parlé des étudiants, je ne sais pas s'il y a un chapitre. Évidemment, les étudiants, c'est très grave aujourd'hui ce qui se passe sur les étudiants. Justement, je vais donner la parole tout de suite à une question de la salle et puis après, je vous livrerai d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Oui, bonsoir, Eugénia Pomaré. Je suis directrice affaires publiques pour Bayer Agriculture. Et je voulais poser une question à M. Amin Youssouf. Vous avez parlé de l'incroyable investissement en start-up en Afrique, le développement de ces start-up, l'investissement, l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où est principalement cette innovation? Est-ce que c'est en amont des exploitations agricoles? Est-ce que c'est sur les pratiques? Est-ce que c'est sur la logistique, l'aval? Voilà, j'aimerais bien savoir en grande ligne principalement où est cet investissement. Merci. Si tu permets, Amit, je vais ajouter une autre question qui nous est arrivée sur le chat, puisqu'on a commencé à parler un petit peu des différents écosystèmes d'innovation. Quelqu'un nous posait la question de savoir quel était l'investissement des géants du numérique en Afrique et est-ce qu'il y avait aussi de nouvelles formes de concurrence sur cet aspect un peu géostratégique de l'innovation technologique en Afrique. Je complète cette question. Je te laisse répondre et puis après, je vous livrerai les autres du chat. Alors, je vais essayer de répondre à madame et je vais enchaîner ensuite avec la question qu'il a. Alors, sur l'agriculture, donc l'agriculteur, en fait, quand on va parler innovation, alors ça va prendre plusieurs formes. Typiquement, peut-on considérer que la FinTech est importante pour l'agriculteur? Parce que quand on parle de FinTech, on parle d'inclusion financière. Typiquement, vous avez des coopératives qui n'avaient pas accès au crédit, à la banque, etc. Donc, si vous voulez que ça se développe, il faut bien qu'il y ait des instruments de FinTech qui se mettent en place pour que, effectivement, ils puissent se développer. Donc, il y a déjà ce point-là. Il faut que vous puissiez gérer l'inclusion dans ce cadre-là. Vous allez avoir l'éducation. Donc, l'éducation, ce qui est assez intéressant, et c'est M-Farm qui fait ça, je crois, c'est l'éducation peer-to-peer. Alors, peer-to-peer, c'est de pair à pair. Vous allez avoir, par exemple, des agriculteurs au Kenya qui discutent avec des agriculteurs en Amérique du Sud pour savoir, ma vache est malade, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je t'envoie un WhatsApp, il faut que tu fasses ça. Donc, c'est intéressant parce que les moyens de communication ont désenclavé aussi les agriculteurs qui étaient parfois très isolés en termes d'information. Vous avez de plus en plus, même si c'est naissant, mais ça va se développer, tout ce qui est, on va dire, information à distance, c'est-à-dire, je ne vais pas dire la télémédecine, mais en gros, j'ai ma vache qui n'est pas bien, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et vous avez des interlocuteurs qui se mettent de plus en plus en place. Donc, il y a tout ça. Après, viennent des modèles, typiquement, je le vois en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est au Nigeria que ça a commencé, c'est les Uber du tracteur. Un tracteur, vous en avez besoin que le moment où vous rigolez. Donc, vous avez pas, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin, en fait. Il est garé. Donc, vous avez de plus en plus de modèles où vous allez louer votre tracteur juste le temps de la récolte. Et d'ailleurs, vous n'allez pas le louer seul, vous allez le louer avec d'autres. Vous mettez à plusieurs, en fait, parce que vous avez des exploitations qui ne sont pas assez grandes pour vous dire j'en ai besoin N temps. Donc, vous avez plein de modèles innovants qui se créent, collaboratifs,
tant dans le partage des ressources, le partage du financement, etc., le partage du savoir, le partage du matériel, en fait. Donc, vous avez une sorte de, je ne sais pas si ubérisation, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de partage de mon tracteur, de mes outils, etc. Et vous avez de plus en plus aussi de leasing, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est en solaire, vous n'avez pas payé plein pot, vous allez payer une petite somme à chaque fois pendant 1 an, 2 ans, et l'objet va vous appartenir après. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, vous voyez, ça va dans tous les sens, en fait. Alors, il y a cette question-là, et il y a la question donc, des GAFA. Oui, alors, l'Afrique, c'est clairement ce qui les intéresse. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez une startup qui s'appelle Stripe. Je ne sais pas si vous connaissez Stripe, vous avez peut-être vu, c'est comme une sorte de PayPal, en gros. Il faut savoir que Stripe vient d'investir dans une fintech au Nigeria. Ils ont mis 200 millions. C'est intéressant, parce qu'ils ne l'ont pas fait en Europe. Et a priori, ils ne sont pas tout à fait bêtes. Hein. Ils savent un peu ce qu'ils font. Donc, ils ont décidé sciemment de se dire, si j'ai 200 millions à mettre, je ne le mets pas dans une startup en Europe, je le mets dans une startup au Nigeria de fintech. C'est vraiment, il faut comprendre ce qui se passe là. Ensuite, vous avez des investissements énormes qui sont faits aujourd'hui par Google pour connecter les Africains. Vous doutez bien que ce n'est pas que pour leur bien, hein, c'est pas plus pour… voilà, il y a derrière des choses assez intéressantes. Il y a aussi un sujet, j'en reviens vite fait et je passe juste sur ce sujet-là. Vous savez, il y a la route de la soie, on en parle beaucoup de la Chine. La Chine, c'est un sujet qui est omniprésent dans les conversations africaines. Il y a quelque chose qu'on n'observe pas, c'est la route de la soie tech. On n'en parle jamais. Mais vous avez énormément de services qui se mettent en place, qui sont chinois, et j'en parle pas pour dire que c'est mal, hein. Non, ils sont là, ils font leur business, et ils ne sont pas plus méchants que d'autres, plus gentils, enfin, ils font simplement leur business, et vraiment c'est quelque chose qui est en train de croître. Donc vous avez vraiment une opposition aujourd'hui frontale entre la tech asiatique et la tech US. L'Europe essaie de faire son chemin. Bon, ce n'est pas très évident, mais ça se met en place. Typiquement, là, il y a Partech qui vient de lancer un fonds pour les startups européennes qui veulent se développer en Afrique. Donc, ça se met en place. Merci, merci Amine. Alors, j'ai plusieurs questions qui viennent du chat et j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vous les livre, il y en a 4. Il y en a une qui est destinée non pas à vous, mais à quelqu'un qui est dans la salle. Tout à l'heure, j'ai fait mention de ce chapitre sur l'alimentation dans l'espace. Donc, Quentin, si tu veux bien nous partager peut-être quelques idées, la question est qu'est-ce qui se passe en fait dans l'espace en termes d'alimentation? Donc, je te laisse le temps de réfléchir à ta réponse, le temps que je vous livre les autres questions qui vous sont destinées. Une première qui rebondit, Anne-Cécile, sur ce que vous disiez sur le plan de la fertilisation de vos prairies ou alors de vos champs. On est sur un cycle assez haussier des matières premières agricoles, mais aussi des engrais. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire ce qui se passe sur cette planète en surchauffe. 2 autres questions, une qui est peut-être plus pour vous, Guillaume Gomez, sur est-ce qu'il y a d'autres pays qui investissent ce champ de la diplomatie alimentaire, ou est-ce que vous êtes toujours devant et un petit peu et encore avec ce monopole sur ces questions-là? On a parlé de K-Food notamment, peut-être que vous pourrez revenir là-dessus. Et la dernière question qui est peut-être pour chacun d'entre vous que je vous livre, c'est une question prospective. Vous savez, dans le Déméter, on essaie toujours de réfléchir au scénario du futur, au scénario d'avenir. Cette question, elle vient de notre président, Jean-François Isambert, qui est malheureusement pas avec nous, mais qui nous suit et qui nous écoute. Et cette question, elle concerne un petit peu la notion de coopération, la notion d'interdépendance. On avait conclu avec Sébastien l'année dernière le Déméter 2021 sur cette question. Est-ce qu'on peut rester ouvert dans un monde qui se ferme? Et la même question se pose sur l'alimentation. Est-ce qu'il faut imaginer demain avoir des cartes de rationnement alimentaire, des permis à consommer pour rester dans les limites de la planète, pour rester cohérent avec nos engagements internationaux en matière de neutralité carbone? Est-ce qu'il faut avoir cette carte vitale de l'alimentation et ce permis à consommer sur le plan alimentaire? Alors, des questions très, très différentes. Je vous laisse y réfléchir. Quentin, tu veux bien nous partager un petit peu de ta vision sur l'espace? Oui, bon, comme ça, je vais un peu chauffer la salle. Alors, pour présenter rapidement cet article et surtout l'idée motrice qu'il y avait derrière cet article, la première chose, c'est d'abord qu'est-ce qu'on mange dans l'espace? Et surtout, comment est-ce que cela a évolué au fil des années?
Parce que vous doutez bien qu'au tout début, on ne pouvait pas faire des grands repas étoilés, hein, on ne pouvait pas avoir forcément des plats extrêmement élaborés. Et l'idée, c'était de montrer que, déjà dans un premier temps, que les astronautes ou les cosmonautes de l'époque avaient déjà en fait, des envies de manger des choses variées dans l'espace. Ça a provoqué des cas assez rocambolesques. Je vais toujours prendre cet exemple de cet astronaute américain qui a failli faire couler une navette parce qu'il avait emporté un sandwich et que ce n'était pas autorisé, et que lorsqu'il a voulu déballer son sandwich, les miettes se sont éparpillées dans toute la cabine, et ça a failli provoquer l'effondrement d'une mission à plusieurs milliards de dollars. Donc, quand même, les astronautes et les chercheurs se sont dit comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie dans l'espace, d'autant plus lorsqu'on va être amené à faire des missions de plus en plus longues. Et l'autre aspect qu'il y avait derrière, c'était que, vu qu'il y a des échanges aussi qui se faisaient de plus en plus entre différentes nationalités, c'était aussi des moments de partage et le fait de pouvoir découvrir, à travers l'alimentation en orbite, découvrir des nouvelles cultures. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, en fait, qu'il y avait, c'était qu'est-ce qu'on mangera à l'avenir et peut-être où est-ce qu'on va consommer. C'est-à-dire, au-delà même des stations, est-ce qu'on ne pourra peut-être pas un jour consommer sur Mars ou sur une autre planète? Est-ce qu'on peut-être on va construire un immense module qui va voyager dans l'espace pendant des centaines d'années? Est-ce qu'il faudra sélectionner des variétés spécifiques qui vont être cultivées dans l'espace? Il faudra sélectionner des personnes, il faudra sélectionner des compétences. Et ce qui ressort, au final, c'est qu'il faudra nécessairement un agronome qui ira dans l'espace et qui peut-être ira conquérir une planète. Anne-Cécile, peut-être que vous voulez postuler. Ce sera peut-être l'occasion. À l'image de Sol sur Mars, justement, où justement, le fameux Matt Damon cultive des pommes de terre, justement, sur Mars. Alors, bien sûr, ça a été assez romancé. Ça ne pourrait pas se passer exactement comme ça. Mais, il y a un petit fond de vérité quand même derrière. Il y a un petit fond, ça demanderait beaucoup d'autres choses, beaucoup de contraintes logistiques. Mais derrière, on en revient justement toujours à la géopolitique, puisque le fait est que le premier agronome qui ira dans l'espace, il aura aussi une importance géostratégique, puisqu'il sera aussi le premier à pouvoir coloniser un nouvel espace. Et c'est pour cela aussi que les nations, et même des milliardaires, on l'a vu aussi très récemment ces dernières années, investissent de plus en plus dans la recherche et l'exploration spatiale. Et donc, en soi, l'agriculture et l'alimentation aura un rôle essentiel à jouer, même au-delà de nos frontières terrestres. Merci beaucoup, merci Quentin. Sans avoir rien préparé, écrit un chapitre de 45 000 signes quand même. Oui, c'est le chapitre insolite, l'alimentation dans l'espace. Après avoir écrit l'alimentation au cinéma et l'agriculture au cinéma, Quentin s'est lancé dans l'espace. Anne-Cécile, peut-être sur ces questions de géopolitique des engrais et des matières premières. Oui, et juste en fait sur le sujet des engrais, c'est hyper intéressant parce que ça va assez vite tirer le sujet de l'approvisionnement des agriculteurs. Parce que ça peut nous faire de belles jambes d'avoir des agriculteurs et de l'industrie agroalimentaire. Si on n'arrive pas à fournir les agriculteurs en semences, en engrais et en phyto, parce qu'il en faut, en fait, on n'arrivera pas à produire. Donc, il y a un vrai sujet en termes de souveraineté et de sécurité alimentaire sur l'amont agricole. Alors, sur les engrais, c'est vrai qu'au final, là-dessus, on n'est vraiment pas indépendant ni autonome sur le sujet. Pour faire des engrais, il faut en particulier du gaz. Et on sait quelles tensions sont aujourd'hui présentes sur le gaz. Il faut aussi du pétrole. Donc, les engrais sont vraiment très liés au cours du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, il y a des tensions, on le sait, sur ça. Et du coup, une augmentation massive du prix des engrais. Pourtant, on a des acteurs industriels d'engrais sur le territoire français et européen. Donc la question, c'est que va-t-on faire dans les mois à venir? Pour les agriculteurs, la majorité sur la campagne actuelle, c'était en partie couvert sur la campagne précédente, avait anticipé cette hausse, on payait à prix fort leur engrais, mais pas aussi fort qu'il est à vendre aujourd'hui. Mais que va-t-il se passer pour la production après la récolte du coup de cette année de 2022? Là, la question est vraiment en suspens et c'est une vraie incertitude pour les agriculteurs. Quand je parlais des incertitudes de marché sur la rémunération, c'en est vraiment une là, dans les mois à venir. Et la solution n'est vraiment pas simple parce que la fertilisation organique, c'est quelque chose via le fumier, via aussi les cultures intermédiaires qui permettent de recréer de la matière organique dans les sols et autres. C'est une solution, mais ce ne sera jamais la solution intégrale. On aura toujours besoin, pour produire en quantité suffisante pour nourrir la planète et nourrir les Français, d'utiliser de l'engrais chimique. Et là, du coup, se pose la question de notre souveraineté et notre indépendance. Pour ceux qui s'intéressent à l'espace, puisque c'est le cas, et l'agriculture, je vous conseille de suivre une start-up française qui est dirigée par une jeune femme qui s'appelle Interstellar
et qui, voilà, ça ne s'invente pas, et qui travaille sur des biopodes. Et en fait, elle travaille de plus en plus avec, avec les équipes, notamment de Amazon, pas Amazon, mais le patron de Amazon, quoi, avec sa fusée, et les équipes de Musk, parce que le gros enjeu pour eux, c'est que si vous envoyez des gens sur Mars, vous ne pouvez pas emmener tout. Donc, il faut des biopodes pour que, et elle travaille sur le fait que ces biopodes puissent générer, sur des surfaces extrêmement petites, de quoi manger pendant X temps. Voilà, à suivre, Interstellar. Merci. On revient sur Terre peut-être avec alors, soit Nathalie, soit Guillaume sur la diplomatie et puis sur cette carte à consommer là. Qu'est-ce que ça nous réserve dans le futur? Guillaume pourra conclure, ce sera bien. Moi, je trouve que l'exemple, j'avais envie d'interviewer Thomas Pesquet il y a quelque temps parce que je me dis qu'il est un très bon exemple je suppose qu'il connaît très bien ses besoins. Et donc, on lui a fait vraiment les repas pour ne pas emmener de surplus en termes de quantité, sans doute, et qui pourrait lui permettre d'accéder à la performance. Donc, moi, je fais le parallèle. On a fait quelque chose avec des navigateurs. Et on s'est dit, ça ne doit pas être très sympa en fait, de manger du lyophilisé. Ça peut être un moment de plaisir qui peut les rebooster quand ils ont des petites pauses. Et il se trouve qu'on a fait avec un chef étoilé, pour ne pas le nommer, c'est Éric Guérin, qui lui travaille justement avec les producteurs locaux en utilisant ce qu'on lui apporte plutôt que le contraire. Donc, je trouve que c'est une approche intéressante. Et on a fait des plats qui ont été ensuite mis sous vide et qui ont été embarqués par un bateau. Alors, j'ai complètement oublié sur quelle course, parce que je ne m'y connais pas beaucoup, mais ils ont gagné. Non, c'était, je sais plus, c'est une course transatlantique qui est arrivée aux Antilles, enfin bref. Simplement pour dire que ça passe bien par la connaissance des besoins. L'histoire de la carte de ration, indirectement, ça éviterait du gaspillage. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire une carte, mais je trouve que c'est quand même intéressant de dire, voilà, et puis après, il y a quand même le plaisir, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ces navigateurs, tout comme je pense aussi dans l'espace, à un moment donné, l'alimentation n'est pas que des protéines et des glucides, il y a le côté plaisir. Et la performance, elle était liée à ça notamment. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un tout. Voilà. Alors, des étoiles de l'espace, on revient sur les étoiles françaises, peut-être. Rapidement, pour vous raconter encore ma vie, ça ne se voit pas, mais j'ai fait quelques performances sportives et c'est là où vous êtes contraint justement à une alimentation. Et j'ai accepté il y a quelques années de faire une course dans le désert pendant 5 jours. Et courir 5 jours, bon, à la limite, ça passe, mais mal manger ou manger lyophilisé pendant 5 jours, c'était impossible pour moi. Donc, on a travaillé justement avec des équipes pour faire notre alimentation, justement en travaillant avec l'apport, quand en plus vous faites un effort physique important, dans une zone... ils appellent ça, ils ont un nom pour ça, dégradé. Oui, forcément, il fait 50 le jour, 3 la nuit. Vous ne consommez pas les mêmes calories. Et très heureux de vous dire qu'on a remporté le prix du meilleur repas sur le bivouac. J'en suis très fier. C'est le seul prix que je pouvais gagner pendant cette course. Voilà, on fait la parenthèse. Et pour parler de diplomatie culinaire, gastronodiplomatie, diplomo-gastronomie, peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler, non, je suis, alors j'en suis très fier, bien évidemment, puisque je suis le premier ambassadeur de France nommé à ce poste-là. La France est le premier pays à se doter d'un ambassadeur sur sa gastronomie, mais bon nombre de pays se rendent compte, bien sûr, que la gastronomie est un pan important, comme pour nous, de notre culture, de notre économie et de transmission de nos valeurs à travers notre gastronomie. À partir du moment où vous acceptez de vous asseoir autour d'une table, on l'a vu ces jours-ci, on peut discuter d'autres choses. Et à travers ce repas, on fait passer en effet des messages. Et il y a d'autres pays qui vont se doter d'ambassadeurs de la gastronomie. On a eu notre rencontre annuelle du Club des chefs dont je vous parlais à Paris l'année dernière. On a été reçu par le président de la République et la Cour de Grande-Bretagne. Alors, on peut parler de la gastronomie anglaise, en tout cas, ils se sont dit que c'était quelque chose d'important et les Anglais qui sont toujours en train de regarder justement et de vouloir mettre à chaque fois des pendants parce que ont décidé d'envoyer quelqu'un donc du ministère, ce qu'ils appellent le Foreign Office de chez eux, ce qui correspond un petit peu au ministère des Affaires étrangères de chez nous, pour comprendre. Il est venu à Paris me rencontrer pour comprendre quel était mon poste, quels étaient les enjeux, quels allaient être mes interlocuteurs, notamment avec les Américains, avec d'autres pays, pour nommer en Grande-Bretagne un ambassadeur, en tout cas, sur la gastronomie, parce qu'une fois de plus, quand on parle gastronomie, vous voyez que c'est très large, puisqu'on parlait tout à l'heure de la fourche à la fourchette, et qu'aujourd'hui, nos sujets partent de la terre, de la semence, jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc, je ne parle pas qu'aux cuisiniers, ni qu'aux agriculteurs, mais vraiment un panel très important. Donc, aujourd'hui, d'autres pays réfléchissent à, en effet, sur des sujets comme ça, qui sont des sujets internationaux,
et de premier plan. Ça pouvait être en effet du plus que second plan il y a 30 ans. On se rend compte aujourd'hui que c'est du premier plan, l'alimentation en général. Donc, en effet, d'autres pays réfléchissent à ça, et pas seulement pour un apport touristique, parce qu'en effet, c'est des mannes financières importantes, mais vous avez parlé tout à l'heure du commerce extérieur. L'alimentation a sa place, bien évidemment, et en bonne place dedans, et tous les enjeux qu'il peut y avoir diplomatiques liés à la gastronomie. Merci et merci de participer à cette promotion de l'agriculture française aussi à l'international. Je vais laisser mon co-directeur d'ouvrage avec qui j'ai le plaisir de travailler et l'honneur depuis 4 ans maintenant sur ces éditions. Non sans émotion, je te laisse la parole, Sébastien. Je pense qu'on peut applaudir à nouveau nos intervenants. Comme toujours et à l'image de cet ouvrage, en fait, on voyage dans le temps, dans l'espace, sur des sujets insolites, sur des réalités sociales, sur des défis d'avenir, beaucoup de rappels historiques aussi, beaucoup d'éléments qui permettent de rappeler que, en fait, quand on se souhaite bon appétit, finalement, ça veut dire déjà qu'on est en vie, ça veut dire aussi qu'on a quelqu'un en face de soi, et on a tous vu depuis 2 ans que quand on faisait tomber les masques, ce n'est pas juste quand on est derrière un micro comme moi en ce moment, mais simplement parce qu'on passe à table. Et je crois que c'est un marqueur important du lien entre les sociétés, entre les femmes, les hommes, qui est important parce que se nourrir, ce n'est pas juste vital, ce n'est pas juste une expression, c'est aussi évidemment vivre ensemble. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir, et merci Mathieu à nouveau pour cette animation avec brio. Et on vous donne rendez-vous dans 1 an dans cette salle pour la sortie du Déméter 2023 qui est déjà dans les tuyaux. Je regarde les collègues du comité de rédaction puisqu'on se retrouve demain matin pour y travailler. Bonne soirée à tous.